Salut tout le monde, bienvenue à Dread sur le Tape. Aujourd'hui, l'épisode vous est présenté par la mercerie Brabant de Saint-Hyacinthe. Comme vous le savez, Dread sur le Tape est un podcast avec une trame de fond de hockey. Et qui dit hockey dit invariablement habits. Oui, les habits, les suits qui ont toujours fait partie du hockey. Des habits classiques de Jean Bilvaux aux suits funky de Piquet Souban. C'est indissociable. Même que si toi-même t'as joué 2 lettres, t'as joué au hockey, tu te souviens très bien du moment où la cravate, l'habit, c'est devenu obligatoire. Tu te sentais comme un vrai petit pro. Et oui, aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres en ligne. Mais pour vrai, je pense qu'il n'y a rien que j'aille plus que de commander du linge en ligne. Ça arrive vite, ça arrive extrêmement vite, mais tu l'ouvres, ça fait jamais, faut que tu le renvoies par la poste, faut que tu cours après un couturier faire des retouches. Honnêtement, j'aime mieux recevoir des petits coups de stylo sur les testicules que d'acheter des vêtements en ligne, c'est trop désagréable. Surtout un habit, tu veux que ça soit bien fait, que ça soit ajusté, sinon t'as l'air d'un enfant qui a volé le suit à son père pour se déguiser en mafia à l'Halloween, et c'est dégueulasse! Et c'est pourquoi je vous présente aujourd'hui la mercerie Brabant. Et non, une mercerie, ce n'est pas un endroit où les mercenaires vont prendre un café. C'est un magasin de vêtements pour hommes. Et eux vous offrent une sélection incroyable d'habits à des meilleurs prix qu'en ville. Toutes les retouches sont gratuites et faites en magasin, sur place, là. Et en plus, et surtout, ils offrent le meilleur service que vous aurez jamais reçu de votre vie. Tu sais, du vrai service old school. Tu sais, dans Slapshot, il dit hockey comme dans le temps. Old time hockey, il dit hockey comme dans le temps. Ben ça, c'est du service comme dans le temps. Des messieurs qui savent de quoi ils parlent, qui ont une tape à mesurer autour du cou, qui prennent ça à cœur parce que c'est pas un job d'étudiant pour eux. C'est leur magasin, c'est leur vie. Eh bien, c'est exactement ça, la mercerie Brabant, qui est une entreprise familiale qui en est déjà à sa 3e génération de Brabant. C'est Alex et son père Jacques eux-mêmes qui vous servent sur leur plancher. Parce que oui, à la mercerie Brabant, la passion se transmet de père en fils. C'est pas compliqué. Ce sont les stacheniers de l'habit. Ils savent exactement répondre à vos besoins selon votre budget, que ce soit pour des habits pour le travail, un bal de finissant, un mariage ou évidemment l'enterrement d'un membre éloigné de votre famille avec qui vous avez aucune connexion. Peu importe l'occasion, ils ont tout ce qu'il vous faut, chemise, habits, col roulé, tout ce qui se fait pour l'homme. C'est 5000 pieds carrés de textile, mercerie Brabant. Ils ont un coin de rue au complet à Saint-Hyacinthe. C'est incroyable. Allez faire un tour chez la mercerie Brabant. Ils habillent plein de gars du junior majeur, de la Ligue nationale de hockey. Ils ont même habillé des humoristes au dernier gala des Oliviers. Alex est un gros fan de hockey, un gros fan du podcast aussi de Dread sur le Tape. Donc, vous pouvez jaser avec Alex pendant que vos barres de pantalons sont en train de se faire finir. C'est malade. Ils sont au 410 avenue de l'Hôtel-Dieu à Saint-Hyacinthe. Si vous êtes dans la région, même si vous êtes à Montréal, honnêtement, ça vaut la peine. Descendez là. Vous faites tous vos habits d'une shot pour l'année. Si vous avez besoin d'habits pour le travail, c'est vraiment moins cher qu'à Montréal. Et vous rencontrez surtout des passionnés puis des gens de cœur avec qui vous pouvez développer une relation de longévité. Et ça, je vous le souhaite. Et ça se passe à la mercerie Brabant. Parce que je vous le rappelle, mercerie Brabant, ce sont les stacheniers de la vie. Je vais même finir avec un jingle de type radio commercial, si vous me le permettez. Ça va comme suit. Attention. 3, 4. Mercerie Brabant. Yeah. Et voilà. En passant, si vous voulez faire connaître votre produit ou votre commerce, n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter, que ce soit sur Facebook, Instagram, par courriel au Thomas, THOMAS, à commercial, dreadsultape.com, DRETTESULTAPE.com. Ça va nous faire plaisir. On est ouvert aux collaborations. Et justement, en plus, il y a un lien avec notre commanditaire de l'épisode, parce qu'on reçoit aujourd'hui Bruno Gervais, qui lui-même vient de Saint-Hyacinthe, la même ville que Mercerie Brabant. Donc oui, très content de recevoir Bruno Gervais aujourd'hui au podcast. Ça faisait longtemps qu'on voulait le recevoir. Je reviens à Bruno dans un mini instant, juste le temps de vous envoyer une jolie suggestion culturelle au Pro Shop à Culturel d'Adrette. Oui, donc aujourd'hui au Pro Shop Culturel, c'est une suggestion qui a été portée à mon attention par mon ami Nicolas Tremblay, qui est également venu au podcast il y a quelques temps avec Jean-Thomas Jobin, qui a joué, qui a été repêché par les Bruins. Nicolas, épisode que vous avez peut-être eu la chance d'écouter, sinon l'écouter, ça a été enregistré devant le public à Québec et c'était plaisant. Donc, c'est sur YouTube, très facile. Tapez, je vais vous expliquer après, tapez Maine, comme l'État, Maine Hockey 1993 Championship. C'est un documentaire qui suit l'équipe universitaire du Maine des Black Bears du championnat de 93. Équipe incroyable qui comportait 2 goalers qui ont eu une carrière NHL, Paul Kariya surtout, Jim Montgomery qui a aussi une belle carrière NHL qui avait été échangé contre Guy Carbonneau, plein d'autres joueurs, les jumeaux Ferraro,
C'était oui, avant les Sedin, il y avait des jumeaux identiques qui ont joué dans la NHL. C'était eux. Ils ont eu une saison incroyable de 42 victoires, 1 défaite. Ils ont gagné le championnat. Il y avait un coach aussi qui était une légende du hockey universitaire américain. Ça s'appelle Out of the Woods et ça suit pendant toute l'année les gars. Et ça a été un peu, si on veut, bumpé là, en termes d'internet, alors que ça a été mentionné par, je pense, Ryan Whitney dans le très très populaire podcast Spittin' Chicklets. Donc voilà, et merci Annick pour la suggestion. Je l'ai dévoré ce documentaire-là. Je vais même le re-regarder. C'est trop du petit bonbon. Donc Out of the Woods sur YouTube. Il est en pièces séparées, mais si vous voulez le regarder en une shot, Maine Hockey 1993 Championship. Je pense que c'est un fichier qui a déjà genre une vingtaine de milliers d'écoutes. Donc vous pouvez pas vous tromper. Voilà. Donc je reviens à Monsieur Bruno Gervais que un autre vrai fin, qu'est-ce que je te dise? J'aimerais ça te dire que c'est un douchebag, mais c'est pas le cas. Alors, non, Bruno, qui est un gars très gentil que j'avais eu la chance de croiser d'ailleurs à quelques occasions, alors que je fais maintenant je fais des capsules pour le Rocket de Laval, que vous avez peut-être vu passer sur les internets. Et Bruno est attitré à l'analyse des matchs du Rocket. Donc, on s'est un petit peu croisés, mais surtout aussi, c'est le meilleur ami de Max Talbot qui est venu au podcast. Et Bruno aussi avait envie de venir au podcast, donc ça s'est fait très naturellement tout ça. Gars très gentil, très généreux. Je vous laisse écouter le podcast parce que c'est une vraie discussion franche qui est vraiment cool. J'ai reçu Bruno le 29 novembre 2019. J'ai marqué 2020 sur ma feuille, c'est faux. C'est 2019, juste avant Noël. Et on a jasé ça à souhait. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais, c'est ça. Rien à ajouter. Voici Monsieur Bruno Gervais. Drette sur le tape avec David Bocage. Écoute Bruno, ça fait déjà presque une heure qu'on jase. c'est juste qu'on avait des téléphones. On a tous sorti le méchant. Ouais, c'est ça. On a sorti le méchant. Là, on a réglé nos problèmes. Là, on est moins agressif. On peut commencer le podcast. On se sent calme et en contrôle. On s'est soufflé un peu. Ouais, c'est ça. On a sorti l'énergie. Ah ouais, on s'est battu. Là, les gens voient pas, il y a beaucoup de sang à la table. On a réglé le problème. Il y a un trou dans le mur derrière de toi, mais c'est correct. Ouais, c'est un podcast, c'est pour ça que c'est audio. Ça fait longtemps que je l'écoutais au podcast, honnêtement, puis ça fait longtemps que c'était in the works, comme on dit. On jasait, même que ça, en fait, je sais même pas si tu le sais, mais parce que c'est Sam Tétrault qui s'occupe du booking, qui est en contact avec toi, puis t'étais à Battle of the Blade, c'était à Toronto. Mais entre-temps, j'ai même reçu un DM de quelqu'un, j'allais dire à la blague, de quelqu'un qui prétend être ton frère, mais je pense que c'est de ton frère. Ouais. C'est une blague, mais de ton frère qui me dit, hey, ça serait fun que tu reçoives Max, Bruno, excuse, parce qu'on parle de Max Talbot, c'est pour ça que je dis Max, mais que tu reçoives Bruno, puis au podcast, puis j'étais comme, est-ce que c'est toi qui as parlé avec ton frère? Ou non, ou juste ton frère, ça. Bref, il me disait que vous sembliez connaître le podcast. Ouais, mais c'est mon frère qui a eu cette initiative-là et de parler. Il disait en revenant, il y a plusieurs des podcasts intéressants, puis c'est un monde que je trouve super fascinant. Ouais. Fait qu'il disait, je pourrais lancer la balle à 2-3, puis tu vas jaser, puis t'apprends, puis tu connais. J'aime ça, moi, là, rencontrer du monde, poser des questions. Puis fait que mon frère, pendant que j'étais à Battle of the Blades, a lancé cette balle-là, mais tu vois, j'avais même pas su qu'il l'avait envoyé directement avant qu'on se parle. Ouais. En fait, il l'a envoyé, puis on était déjà en train de se jaser parce que le gars Sam Tétrault, qui s'occupe du booking, tu y as parlé, mais ça, tu le sais même pas, mais à un moment donné, tu l'as appelé. Puis là, je pense que ça fait une couple de fois qu'il manquait ton appel, genre dans la même journée. Puis là, il a vu que tu as rappelé, puis il a répondu, mais il était à Hawaï. Il était en train de faire je pense pas qu'il te l'a dit. Il est en train de monter un mois avec sa blonde à Hawaï, comme que je faut vraiment que je le prenne. Il a répondu, puis il était comme, il était dans une montagne, genre, en tout cas, bref, à Hawaï. Je te dérange-tu? Non, c'est correct. Je suis un peu soufflé. Anyways, fait que, bref, ça, fait que, content que ça soit fait, surtout qu'on a reçu ton parle. Tu sais, je voulais hard to get un peu, là. Ouais, c'est ça. Ça allait être trop facile, là, mais je me faisais désirer un peu. C'est ça, justement, Battle of the Blades, parlons-en, t'étais à Toronto, parce que c'est un concept qui est, je pense je sais pas si c'est autant connu au Québec que celui au Canada, mais en tout cas, c'est vraiment un hit, je pense, au Canada, en général. Non, mais c'est pas, j'ai été surpris parce que je m'en ai fait parler beaucoup, mais on m'avait averti quand je suis arrivé là, puis même moi, quand je me suis fait appeler, j'avais aucune idée c'était quoi cette émission-là. Mais, quand je suis arrivé là, ils m'ont dit,
t'es Québécois, puis là, je patinais avec une Russe. Il dit, vous autres, il y aura pas de vote. Ça va être difficile pour les votes. Fait qu'on allait se ramasser dans les 2 dernières paires à chaque semaine. On doit patiner pour rester vivant puis continuer, dans le fond, là. Ouais. Rester sur le show, là. Toi, t'es Québécois, puis toi, t'es Ah ouais, on savait, on partait avec 2 prises. Ah ouais. Mais non, c'est pas très connu ici au Québec, mais c'est un concept super le fun. C'est des anciens joueurs de hockey qui sont jumelés avec joueurs et joueuses de hockey, jumelés avec patineurs, patineuses professionnels du monde du patin artistique. Il y en a là-dedans qui est encore actif. Il y en a un qui s'en vient faire le championnat du monde ici à Montréal au mois de mars, Vanessa James. Fait on va aller voir ça. C'est un monde qu'on a découvert. Ouais. Puis on est 7 paires. Puis tu bâtis des numéros, puis à chaque semaine, tu présentes ton numéro. Puis selon les votes du public, tu peux continuer ou la semaine d'après, tu dois patiner contre quelqu'un. C'est les juges qui décident qui reste sur le show. Fait, on a fait ça. PJ Stock était là. C'était un cast. Là. J'avais PJ Stock, Brian McGrattan. Je sais pas si tu te rappelles de Brian McGrattan. Goon. Ouais, très dur à cuire. Il est grand et gros. Colton Orr était là. Un Puis moi au début, puis là, il y avait Sheldon Kennedy aussi. Fait qu'on était en minute de punition, mettons que c'était un casque qui était imposant. Ouais, mais hein. C'était tous des gros bonhommes, comme on dit à l'Est. Ah ouais, les Battle of the Blades, vous êtes rendus en finale, je me trompe pas? Oui, on s'est rendu. Ben, moi, je patinais avec Tom Brady du patin artistique. Tu sais, OK, c'est une star. Ah, c'est une légende. Moi, je l'appelais la GOAT tout le temps. Ah, sais-tu... Faut que tu te réveilles? C'était quoi ça? C'était un bip-bip. Ah, je sais pas c'est quoi. Tantôt, mon sel va sonner, mais c'est mon parking. Je t'avertis. OK. Ça me fait penser, c'est pas que... C'est pas ton parking. Non, c'est ça. C'est bon. Anyways, on a un backup. Mais je patinais avec Ekaterina Gordeva. Oui. Puis ça, c'est une légende. C'est ça, parce que nous, on la connaît pas, là. Non. Mais moi, quand on m'a dit que c'était ma partenaire, j'avais aucune idée c'était qui. Puis j'étais gêné quand là, je me suis mis à googler. Puis je vais dire, tabarouette, OK. Tu sais, elle a gagné 2 fois les Olympiques, plusieurs fois le championnat du monde. Elle a son livre, il y a un film sur elle. Il y a plein d'affaires. Elle me montrait, ils ont fait des poupées d'elle qui patinaient. Ouais, Puis elle a 48 ans maintenant. Oh! Puis elle est aussi bonne. Ça restait la meilleure. Tu regardais le monde patiner, mettons, quelqu'un de l'extérieur tu vas juste regarder ça, puis tu n'as aucune idée qui est qui. Mm-hmm. C'était la meilleure. Elle a 48 ans, puis c'était phénoménal. Hallucinant. Puis c'était comment le match québécois-russe, dans le sens que l'anglais, c'est ni ta langue ni la sienne. Non. Vous vous rencontrez à mi-chemin. Puis les Russes aussi ont une certaine réputation, dans le sens qu'ils ont souvent une personnalité que, tu sais, les Québécois, c'est comme chaleureux, bonsoir, tout le monde quand ça, les Russes, c'est comme un peu, il y a quelque chose de réputation, froid. Je sais pas si c'est vrai, que c'était comment avec elle? Ben, elle, tu sais, c'est une Russe qui a quitté la maison très tôt, puis là, elle est établie en Californie. Elle vit à Orange County. Puis, le soleil, ça fait du bien aux gens. Le soleil, des fois, ça les réchauffe. Mais non, elle est super fine. Puis elle était de la gang, en tout cas, elle était très relaxe. Fait qu'on s'amusait là-dedans. Fait que ça a été super le fun. Tu sais, on a poussé la note. C'est sûr qu'on est des compétiteurs. Là, et quand on préparait quelque chose, on voulait le faire comme il faut, qu'on arrivait. Mais c'était drôle parce qu'elle était super relaxe toute la semaine. Puis là, il y avait un visage qui se présentait la journée du spectacle. Je faisais tabarouette. Puis là, la première fois, j'ai comme fait le saut. Puis c'est Paul Martini, qui est lui aussi un champion du monde, qui s'occupait qui baigne dans le monde du patin artistique. Tu sais, c'est une légende. Là. J'arrêtais pas de niaiser quand j'étais là. Un jour, je vais être Paul Martini. Là. Il était écœurant. C'est juste son nom, incroyable. Paul Martini. Un nom comme ça. Puis allez le voir, allez le googler. Il a amené quelque chose au patin artistique, ce gars-là. Il était écœurant. Mais lui, il me disait, là, tu viens de rencontrer Game Face Katerina. Là, j'ai fait le saut. Mais là, arrivait, quand c'était chaudé, là, il y avait pas de niaisage. Puis là, il fallait que ça y aille. Puis, ça a été une expérience là, écœurante. Est-ce que des fois, elle t'a dit, non, il va falloir que tu montes ta game, Bruno? T'as-tu déjà fait sentir, non, il faut que tu sois, vas-y, t'as-tu déjà poussé? Okay? Ben oui, elle poussait beaucoup. Puis, elle challengeait, dans le fond, puis moi, c'est un peu la raison pourquoi j'ai été là. J'aime ça sortir dans ma zone de confort, puis j'aime ça apprendre de quoi de nouveau, puis j'étais vraiment ouvert à l'expérience. Tu sais, j'étais arrivé là, puis j'ai joué 13 ans professionnel, j'étais un défenseur. Fait que je pensais que croiser du reculon, j'étais pas pire. Finalement, non, aucune idée de comment ça marche. Fait qu'elle me l'a montré, puis j'ai réappris plein de techniques. Mais tu sais, elle était un peu comme moi où notre prof était beaucoup, elle surexpliquait tout. Fait que, mettons, il y a de quoi qu'on pognait pas. Moi, j'essayais d'expliquer. Attends une minute, là. Je vais comprendre ce que mes pieds font. Après ça, je vais comprendre ce que mes bras, faut qu'ils fassent. Parce que tout le temps que t'as les bras placés en quelque part comme faut. Après ça, faut que tu regardes en l'air. Faut tout le temps que le nez en l'air. Puis la posture. Et c'est ça. Ça, c'est la partie que je comprenais pas. Mais laisse-moi comprendre mes pieds. Mais Katia, t'as de même un peu comme moi où c'était juste, on le refait. La répétition. Puis à un moment donné, tu le pognes.
Des fois, le monde du patin, c'est un peu plus... faut que tu le fasses une fois que ça soit parfait. Puis là, tu essaies d'expliquer puis parler. Puis on était sur la même page où, tu sais, Mané, OK, let's go, on le refait. Puis ça me dérangeait pas, moi, d'aller sur la glace 3 heures de temps. Puis on va finir par l'avoir. Les fameux patins artistiques. Personnellement, j'ai jamais patiné avec des patins de patinage artistique avec les pics en avant. C'est quoi? Explique la transition. Hein. C'est l'enfer. Je sais pas qui c'est qui a eu cette idée-là d'aller mettre des pics là, mais de base, tu sais, pour expliquer ça, le patin là, d'un joueur de hockey, c'est un genre de rond, un arc, là, mettons, une partie, puis tu peux jouer avec ça à quel point la grandeur du cercle que ça pourrait être, la grandeur, l'angle de l'arc, là. Mais en patin artistique, tu as un petit peu un arc au début du patin, juste derrière les pics, mais après ça, c'est vraiment droit. Fait que ça l'aide beaucoup avec le ballon. Nous, on avait des patins pour faire des levées parce que si ça part par en arrière, tu as de quoi qui t'aide un peu. Ouais. Tu n'as pas ça au hockey. Mais au hockey, tu es tout le temps sur ton tiers avant de ta lame. Mettons, tu pars pour une rondelle ou peu importe, tu te penches vers l'avant, puis tu es souvent sur le bout des orteils. Mais la seconde, tu fais ça en patin artistique, ben, tu te ramasses à terre. Fait que là, il faut vraiment faut tout le temps que ton corps soit au-dessus de tes jambes. Fait que quand tu pars, tout se suit. Tu es en ligne droite. D'où la belle posture, le nez en l'air, droit, puis tu suis tes patins. Fait que souvent, on s'est planté au début. C'était drôle, là, les premières pratiques. Ils ont remontré des vidéos un peu plus tard. On s'est tous plantés. Mais moi, je me faisais souvent mal quand... Là, je faisais l'exercice, je faisais n'importe quoi. Là, j'étais concentré, tout allait bien. Là, je disais, OK, je vais aller prendre une gorgée d'eau, je me revirais pas à terre. Je ramassais les coudes bleus, jaunes, oranges d'échymose parce que là, c'est là que je revenais à mon naturel. Puis là, je me ramassais à terre, puis je me suis pété un bout dedans, puis j'ai eu le coude, j'ai eu le coude, l'épaule, je me suis déchiré un biceps. Ça a été tough comme... mais c'est drôle que t'en parles parce que je voulais t'en parler. En plus, les blessures à ce show-là, c'est un vrai problème. Ah oui. Comme, c'est pas toi, là, c'est... Georges Larac a eu une commotion dans sa carrière, puis c'est à Battle of the Blades. C'est vrai, il s'est battu pendant comme métier à chaque soir contre des adultes de 6 pieds 4, 250 livres. Puis la seule commotion qu'il a eu dans sa vie, c'est en tombant à Battle of the Blades. Armstrong s'est déchiré, Colby Armstrong s'est déchiré une affaire. Les gars, les filles se font vraiment mal à ce show-là. On s'entend, là, tu sais, vous faites ça pour des œuvres de charité. C'est quand même intense, là, de ça. Tu t'es déchiré un biceps. Oui, mais c'est très intense. Puis, tu sais, c'est le côté compétitif, là. Ouais. Tu t'amènes, puis de semaine en semaine, tu vas améliorer, puis tu pousses un peu plus loin. Ouais. Puis, tu sais, on n'est plus des gars non plus, c'est pas des gars qui sont tous actifs. Tu sais, je me suis gardé en forme, puis je m'entraînais pour me préparer à ça, mais on n'est plus aussi actifs qu'on l'a déjà été, mettons. Ouais. Fait que ça l'aide pas. Mais ouais, tu pousses la note. Puis tu vois, moi, mon biceps, c'était on voulait faire un move de glisser. C'était un move à la Kurt Browning, qui est aussi une légende du patin artistique. Puis on glissait sur la glace, puis j'avais ma main derrière moi, puis je me relevais, tu sais, comme ça. Puis la glace était bien collante où ce qu'on était. Puis j'avais des gants, fait que ça tirait ma main tout le temps vers l'arrière, fait que ça glissait pas bien. Fait que là, après quelques répétitions, mon coach me dit, je finissais tout le temps comme couché sur la glace. Puis là, je dis, OK, je vais essayer de me relever. Fait qu'on leur fait un autre coup. Puis en essayant de me relever, j'ai senti la déchirure. Puis tout est devenu une norme. Tu sais, je chantais plus mon bras. Fait que là, j'ai fait, attends. Là, je savais que j'étais magané, mais on était le lundi, puis notre show était le jeudi. Et c'était le dernier show. Tu sais, c'était notre finale pour les votes. Parce que le dernier show qu'il y a eu, c'était pas un numéro, c'était rien, c'était déjà fait les votes, mais c'était notre dernier vrai numéro. Ouais. Puis on en faisait 2 numéros cette journée-là. Fait que j'ai fini la pratique. Tu sais, j'ai continué à patiner. Ouais. On a été après ça à l'hôpital faire un ultrason, c'était déchiré. Fait que là, il fallait trouver solution. Mais on a pas tenté de quoi, puis j'ai réussi à toffer. Je me suis mordu à la lèvre. Là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez gelé ça? Ou... Ben, ça a été... dans le fond, tu as 2 têtes de biceps, puis c'est une des 2 qui est déchirée. Okay. Puis c'est souvent quand j'étais en supination que là, je ne pouvais pas l'utiliser. Fait que moi, en extension puis en supination, ça veut dire la paume de la main vers le plafond. Okay. Je suis pas capable de rien faire. Je suis pas capable de tenir. Je suis même pas capable de me lever moi-même mon bras. Wow. Mais de l'autre côté, quand je changeais ma grip, la position de mon poignet, c'était mieux. Fait qu'on j'ai pris anti-inflammatoire, mis de la glace en masse, me suis fait traiter. Le lendemain, on a juste fait ce qui était le patin. Fait que pas de levée. Ouais. Puis après ça, on s'est rendu au spectacle. Puis ça a été une de ceux-là où les levées que je faisais, on en a changé 2. Il y en a une qu'on a ramené quelque chose que j'avais fait plus tôt, que je le connaissais. Puis il y en a une on l'a ajusté selon la grip. Mm-hmm.
Puis j'ai été capable de le faire, mais ça a été un de ceux-là où on n'a pas pu le pratiquer. Ouais. Fait que c'était vas-y. Je l'ai fait une fois dans la générale pour voir comment ça allait, puis ça allait bien. Fait que, OK, on le fait C'est la première fois on a fait le numéro comme faut, c'était au spectacle. Parce que je pouvais pas le refaire à répétition. Ça a bien été. Risque. Ça a bien été. Ouais, on s'en est sorti, tu vois, on s'est rendu en finale. Puis t'étais-tu stressé? Une levée quand même, lever quelqu'un au-dessus de ta tête, tu veux pas l'échapper? Ah non, mais c'est ça, c'est surtout que j'étais stressé pour elle. Tu sais, moi, j'étais zéro. Moi, me planter, me ramasser en première rangée, ça me dérange pas. Ce qui me dérangeait, c'était quelqu'un que, tu sais, c'est elle, là, je voulais pas 6 pieds dans les airs. Ah, 6 pieds dans les airs. Puis c'était le dernier show qu'on a fait ensemble quand j'étais blessé. Tu sais, on a tout le temps des hosties de costumes. J'avais des jeans troués avec plein de fils. Puis maintenant, il y a une levée, elle saute sur mes genoux, puis je la prends par les hanches, puis je la lève au-dessus de ma tête. Mais son patin restait pris dans le trou qu'il y avait dans mon genou. Fait que là, ça a pogné. Puis là, le trou a déchiré, tu sais, le jeans a déchiré. Ouais. Mais par le temps qu'elle se ramasse au-dessus de ma tête, le coin s'en venait vite en tabarouette. Fait que là, il a fallu que je la redescende tranquillement. Tout ça avec un sourire, hein, tout va bien, mais un peu en panique. Alors, ça, c'était stressant. Tabarouette, parce que bref, très content, vous avez ramassé de l'argent pour des œuvres de charité. Parce que toi, les blessures, faut en parler, ça a été une thématique récurrente dans ta carrière. Oui, je connais ça. D'après moi, je pourrais passer mon doctorat sur le coin d'une table avec un café, là, avec tout ce que j'ai vécu. Combien d'opérations? 6 opérations majeures. Les 2 hanches, les 2 genoux, 3 dans les genoux, dans le fond, puis tout le bas de l'abdomen. Les 2 côtés. Est-ce que c'était une reconstruction complète par genou aussi? J'ai eu 2 majeurs sur les 3. Une, c'est rien qu'un ménisque. Fait que dans mon genou droit, j'ai eu le ligament croisé antérieur et un ménisque. Dans le genou gauche, j'ai eu le MCL, ACL, puis un ménisque aussi. Ça, c'était une fois. Ça, c'est ma dernière. Ça, c'est celle-là, là, à la fin, là, quand j'étais en Allemagne. Ça, c'est celle-là, ça? Oui, le genou gauche, là, ça a été ma dernière. T'sais, tout avait été fait. Mon genou gauche, c'est la seule affaire qui n'avait pas été touchée. Puis en Allemagne, une bad luck, tout déchiré ce qu'il y avait dedans. Fait que là, au moins, tout est égal. T'sais, tout est refait, tout est beau. Là, tu peux recommencer le reste de ta vie. Ouais, c'est ça. Parce que tu as eu une grosse blessure au genou à 23 ans. Je pense que c'était ton genou puis ta hanche que tu as même pensé, ça t'a frôlé l'esprit d'arrêter. Oui, mais c'était des problèmes. Fait que j'ai eu une blessure à 19 ans au camp d'équipe Canada Junior. Je me suis déchiré un ligament dans le genou. Oui, qui t'a empêché de faire l'équipe. Qui m'a empêché. Les Highlanders m'avaient offert de faire le voyage avec l'équipe puis d'aller au tournoi. Puis j'ai refusé d'aller passer Noël là, puis tu joues pas, puis ça n'a pas rapport. Ça me tentait pas. Un peu déprimant. C'était pas la meilleure recette. J'ai décidé de rester chez moi. Mais c'est à 23 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes. Puis mes genoux me lâchaient. Fait que moi, mes décisions quotidiennes étaient basées sur le nombre de marches que j'allais avoir à monter. Parce que j'avais peur. Souvent, c'est pire en descendant, c'est que mon genou me lâchait. Mais tu fais le saut, tu sais. Tu fais le saut. Ton genou lâche, tu te ramasses en bas. Fait que il fallait que ça me prenne une rampe. Je ne pouvais pas rien avoir dans les mains. Fait que c'était... Ça, la glace, ça faisait quoi, ça? Ben, ça faisait que ça arrivait souvent que moi, je ne pouvais pas sauter par-dessus la bande. Fait que je m'arrangeais pour sortir par la porte. Puis juste la marche de la porte, fallait que je saute sur la bonne jambe. Parce que si je sautais sur la mauvaise jambe, des fois, elle me lâchait. Fait que tu sais, c'est arrivé une 10-12e de fois, mettons, que je sortais du banc, puis je tombais. Puis je me relevais, puis je continuais. Les gars étaient quand même, ils tombent bien souvent. Une fois, c'est drôle, là. Mais après, 5-6, là, voyons, ça église ses patins, fait quelque chose, qu'est-ce qui se passe, là? Fait que ça faisait partie. J'avais un problème, puis ils m'ont opéré à la hanche pensant à régler le problème. Tu sais, ça a été de quoi qui a duré pendant 1 an et demi, facile. J'ai eu des examens de résonance magnétique du dos, des chevilles, des genoux, de la hanche, de tout. Ils m'ont opéré la hanche pensant que ça allait régler le problème. Ça n'a jamais rien fait. Fait que maintenant, c'est arrivé que c'était tellement grave. Tu sais, j'étais plus capable de faire un squat, j'étais plus capable de faire d'exercice. Ça lâchait, ça tombait, ça faisait mal, c'était frustrant. Fait que vers la mi-juin, j'ai complètement arrêté de m'entraîner. J'ai montré ça sert à rien. Tu sais, je perdais mon temps. Puis fait que j'ai commencé à écrire mon discours de retraite. Comment expliquer que je prenais ma retraite là. Puis c'est dur d'expliquer quelque chose quand tu sais pas c'est quoi. Mais de juste dire, mais oui, je vous le dis, ça fait mal, je tombe pas à terre pour rien. C'est difficile, mais c'est Pierre Allard qui est avec le Canadien de Montréal qui m'a entouré avec Serge Savoie et Hugo Santomo, de 2 génies passionnés du hockey. Tu vois, Hugo Santomo est rendu en Californie, c'est un médecin spécialiste. Puis à ce moment-là, il était en train d'étudier, puis il tripait hockey, fait qu'il venait aider. Puis ils m'ont juste ramené correct pour que je puisse me présenter au camp de sélection puis pas trop être gêné. Puis j'ai réussi à passer. Ça a été difficile,
Mais j'ai réussi à remonter la pente. Tu vois, ça a pris 3 ans avant de sentir que c'était plus là, que je le contrôlais, mettons. OK. Fait qu'ils ont réussi à en fait, de te donner une carrière, parce qu'à 23 ans, ça aurait fini quand même assez sec. Là. Et c'est 10 ans, tu sais, ça m'a donné 10 ans de hockey de plus. Ben Puis c'est le fun parce que ça l'a amené aussi à une autre perspective. Tu sais, à partir de cet âge-là, moi, j'ai commencé à préparer la retraite. Puis dans ma tête, je savais qu'un jour, n'importe quand, là, ça pouvait m'être enlevé, tu sais, de ce privilège-là de jouer au hockey. Fait que je le savourais. Tu sais, j'ai tout le temps... Je pense que j'ai allongé ma carrière parce que j'étais un bon coéquipier, puis j'étais le gars que tu voulais avoir dans une chambre, puis tout le temps un sourire, l'attitude, je travaillais super fort parce que ça venait de beaucoup de ça, tu sais, de cette épreuve-là que j'avais vécue, puis ça m'a amené à une autre perspective. Tu te souviens-tu de l'été où justement tu as pensé pendant ta retraite, tu habitais avec Max, d'ailleurs, je pense, dans le vieux Montréal. Je pense que vous êtes beaucoup encouragé dans ce moment-là, non? Parce que mentalement, c'est très difficile de faire que je pense que je pourrais plus jouer au hockey. Puis ça, est-ce que Max t'avait aidé là-dedans, ça? Ben, oui, beaucoup. Puis sans le savoir, tu sais, on en a reparlé après, puis lui était juste lui-même. Mais tu sais, on a vécu plusieurs étés. Sortir de la maison. Ben, c'est ça. On a vécu plusieurs étés ensemble dans le Vieux-Port, puis on a eu beaucoup de plaisir. Ouais. Mais cette année-là, c'était beaucoup plus difficile parce que moi, je brouillais du noir, là. J'étais frustré, il n'y a rien qui allait, mon corps me lâchait. Fait que, tu sais, c'était difficile. Ben, lui, il me brassait. Il me laissait pas être marabout. Il me laissait pas m'isoler. Il me tirait par le bras. Ah ouais, let's go. Bouge, il m'encourageait. Ça va bien aller. Puis on se parlait tout le temps. Fait que, il savait ce que je vivais. Il savait ce que je vivais quand je suis arrivé au camp. C'est le seul gars à qui j'en parlais. Ouais. J'étais rendu à un point que j'en parlais plus aux médecins puis à personne à New York. Moi, je le cachais. Ouais. Moi, j'arrivais aux examens, aux tests, puis je faisais tout pour tricher, pour pas qu'ils voient rien. Ah ouais. Fait que c'était le seul qui était comme au courant de tout ce que je vivais au quotidien. Fait qu'à travers ça, en étant juste lui-même, il a été une bouée de sauvetage. C'est encore possible de tricher aux tests ou encore aujourd'hui, tu penses, de cacher les trucs de même? Ou... Ben, les athlètes professionnels, tu deviens un professionnel à tricher ton corps. Ouais. Tu sais, il n'y a pas un joueur présentement qui est à 100%, mais il faut que tu performes à 100%. Fait que tu triches ton corps d'une façon, tu compenses. Ouais. C'est ça qui amène des fois à d'autres choses. Et là, les équipes sont beaucoup mieux équipées pour prévenir ça, pour voir... qu'un joueur compense, pour voir qu'un joueur, il y a une défaillance, il y a un équilibre qui est perdu, pour le ramener avant que les problèmes arrivent. Avant, c'est que tu trichais, puis à un moment donné, paf, il arrive un problème, une opération, un ça, une blessure majeure, puis tu recommences, puis là, tu continues jusqu'à temps que tu frappes un autre mur. C'était aussi briser l'os de la face? Ah, les deux. Deux mauvaises décisions. Vas-y, c'est quoi? Ça implique des coups de poing. Ouais, les deux, ça a été par coup de poing. La première, c'est... Deux mauvaises décisions. Deux. Mais la première, ça a été... justement, quand je revenais avec mon genou, j'essayais de trouver une façon de rester dans l'équipe, tu sais, aider mon rôle. Fait que j'ai enlevé ma visière, puis j'ai commencé à... Du jour au lendemain, je me suis dit, hey, je suis capable de me battre. Pas pantoute, même pas proche. J'ai jamais fait ça junior, tu sais, j'étais pas... Ça n'a jamais fait partie de moi, mais là, je cherchais quelque chose. Je regardais mon équipe, je dis... On n'a pas ça. Ouais. Fait que si j'ai ça, ben, ça va me permettre peut-être de... J'ai enlevé ma visière. Ouais, je pouvais plus, j'avançais plus, là, je ne m'étais pas entraîné. C'est un gars qui décide qu'il ne s'entraîne pas comme il faut. Fait que j'avais enlevé ma visière. Puis Colin White, c'est frappé des Devils du New Jersey à l'époque, a frappé Pierre-Alexandre Parenteau de dos dans le centre de la glace. Ben, sur le bord de la bande, mais dans la zone neutre. Puis là, je regarde autour. Là, c'était mon cue. Il n'y a personne. Fait je suis parti, mais je le connaissais, Colin White. L'été d'avant, j'étais chez eux pour un événement de charité à prendre une coupe de bière avec lui. Puis on l'appelait Abba. Fait que là, j'étais arrivé en arrière. J'ai dit, Abba, we gotta do this. Puis là, je jette mes gants. Puis là, il me regarde super fin. Are you sure? Je dis, ouais. Yeah, OK. Pow! La prochaine affaire que je sais, c'est que je suis à terre puis je cherche mes affaires. Il m'a cassé l'os de la face. T'avais-tu une commotion? Ça dépend de ce que tu définis par commotion. À l'époque, non. Aujourd'hui, c'est une commotion. Ouais, c'est ça. Ça dépend du moment. J'ai eu un sac de glace sur la nuque. Puis, mais quand je me suis levé, je pensais que je m'étais cogné à terre. Je pensais que j'avais pilé sur mon gant, je m'étais cogné à terre. L'arbitre est venu me voir, puis il m'a dit, il me voyait, j'étais plus là, fait qu'il est venu me porter au banc de pénalité, puis il est allé voir mon trainer, puis il dit, lui, Salé, il est pas là. Mais quand je suis revenu, j'étais bien correct. Je savais le score. J'avais eu le temps de reprendre un peu mes esprits. Fait que j'ai répondu à toutes les questions. J'ai eu le droit à un sac de glace en arrière de la nuque, les selles en dessous pour te réveiller. Puis
rembarqué sur la glace. Je pas manqué un chiffre après. Ça fait pas si longtemps, puis on dirait que c'est une autre époque. Mais ça fait pas longtemps. Ouais, c'était un autre moment. Tu as-tu reparlé après Colin White, surtout que c'est un ami? Ben, on s'est reparlé. Ouais, après. Comme excuse. Ouais, il était, désolé. Il trouvait ça plate. Mais j'avais pas. Colin White était vers la fin de sa carrière. Tu sais, c'était plus quelqu'un qui se battait beaucoup. Ouais. C'était un monstre, pareil, mais Ouais. il avait la longue visière, il avait eu ses problèmes aux yeux. Tu sais, c'était pas quelqu'un qui se battait beaucoup. C'est après le match, j'ai reçu l'appel de Bob Bissonnette. Puis c'est un grand ami. Oui. Puis lui, il dit « À quoi t'as pensé, maudit mongol? » Puis là, je dis « Qu'est-ce qu'il y a? » Puis là, il me racontait qu'au niveau junior, les gars se battaient contre Peter Worrell parce qu'il voulait pas se battre contre Colin White parce que lui, il était complètement fou quand il jouait à Hull à l'époque. Okay. Il dit, c'est un malade, lui, c'est un monstre, c'est un tueur, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, Bob, ça tentait pas de m'appeler hier. Peter Worrell était lui-même énorme, ça donne oui. une idée. Fait que si tu choisis... Lui, il avait l'élément fou. Ce qu'il disait de Colin White, c'est ça. que lui, il faisait peur parce que tu savais jamais ce qu'il allait faire. Tabarouette. Puis l'autre fois, l'autre facial. L'autre, c'est pendant l'arrêt de travail, le lockout, Jonathan Bernier, le gardien à Détroit, m'a convaincu d'aller jouer avec lui en Allemagne. Ouais. Il jouait à Heilbronn. Ouais. Puis j'ai mal lu l'horaire. Ici, quand c'est écrit Boston versus Montréal, la game est à Montréal. Ouais. Mais là-bas, c'est le contraire. C'est Oui. la première équipe. Oui, qui j'ai est dans la remarqué maison. ça, oui. Moi, je ne le savais pas au moment d'y aller. Fait que j'ai regardé l'horaire. Je dis, c'est parfait. Les gars sont à la maison presque tout le mois. Je vais y aller. Mais non, on était sur la route tout le temps. Puis on joue une game à Kermit Shaw. Wayne Simmons jouait là. Okay. Il y avait une couple de gars. Puis Kermit Shaw, c'est une des arénas dans le nord de l'Allemagne qui n'est pas fermée encore. Il y a un mur qui n'est pas là, c'est ouvert. Fait qu'ils mettent de l'eau chaude dans les gourdes pour pas qu'ils gèlent. Il fait très, très froid. C'est une classique hivernale à Winnipeg au mois de janvier. Ça ressemble à ça. Il n'y a pas de toit. Il n'y a pas de toit. C'est très, très froid. Puis là, on arrive là, on essaie de se réchauffer. Peu importe, on embarque sur la game. Puis en partant à la game, il y a un gars qui gèle un de nos joueurs dans le centre. Puis comme il gèle le joueur, moi, je passais à côté. Fait que c'est comme un réflexe. Je jette les gants, puis je me réveille, puis quand je la grippe, je pogne le gars, et je réalise que mon nez est à hauteur de son logo, son chandail. Fait que là, je fais, tabarouette. Fait que là, ça part, puis des deux bords, ça swing, puis il me pogne comme faux. Ça joue, ça continue, mais il m'a pogné, il m'a cassé l'os de la joue d'en face. Encore là, j'étais à Kermit Shaw, mais il fait tellement froid. Puis quand tu te bats en Allemagne, j'ai pogné un 2, un 5, un 10. Fait que j'avais 17 minutes de pénalité. Puis il reste 14 minutes à la période. Ouais. Moi, je m'enlignais vers la sortie. Puis le juge de ligne est venu me rechercher. Puis il m'a amené au banc de pénalité. Mais il fait moins 20 dans l'aréna. Fait que le gars au banc de pénalité m'a offert 2 grosses couvertes. Mais tu veux ma mission? Moi, je dis non, tu sais, j'en ai pas besoin. Je suis frustré de ce qui s'est passé. Ouais. Là, je suis en train de reprendre toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie. Comment je me suis ramassé à Kermit Shaw, jouer dehors, pour me faire casser la face par un Allemand. Puis finalement, après 5 minutes, je les ai pris, ces couvertes. Je les ai mis sur le dos. Parce que tu peux pas aller, il faut que tu attendes aux bonnes punitions. Ouais, il fallait que j'attende là, puis je me suis... il faisait frais. C'est ça la vraie punition. C'est ça la vraie punition, c'est de rester là. Pas le temps, c'est d'être là. Aujourd'hui, comment tu te sens avec toutes les opérations que tu as eues, tout ça, puis tu as des... Tu joues encore au hockey récréatif? Ben, j'ai joué un petit peu. Quand je suis revenu tout de suite, on dirait que chaque personne que je connaissais dans ma vie, il jouait dans une ligue puis voulait que tu faire un petit tour. C'était joué professionnel. Ouais, j'ai joué un petit peu. Puis plus ça va, moins j'ai joué. Là, l'année passée, je pense que j'ai joué 10 fois. Puis là, cette année, j'ai pas encore joué une match. Puis j'ai pas l'intention d'en jouer. T'sais, les priorités changent avec le travail. 3 enfants. Les jeunes enfants. Je travaille souvent de soir avec RDS. Les enfants, eux autres, mes enfants, ça leur dérange pas à l'heure que je me couche. Eux autres, à 5h30, c'est l'heure qu'ils se lèvent. Ils sont dans le lit. Puis, allô, papa, puis let's go. Je t'aime. Oui, moi aussi, mais pas là, mettons. Fait que de me rajouter une autre soirée, souvent, les ligues que je connaissais, c'était de soir. Ouais. Fait que c'est sorti de mes priorités. Pour le moment, non. Mais ton corps, comment il réagit quand tu te lèves le matin? T'es-tu comme moi? J'ai joué au hockey longtemps? Il y a certains matins que oui. Ça dépend. La température va me le dire. Il y a bien des choses que je fais. On en parlait une histoire un peu plus tôt d'un gars qui son genou bloque tout d'un coup. Ça va m'arriver. Genre d'affaire que je vais être en train de jouer. Ouais, je me mets un genou sur le divan pour ramasser de quoi, puis là, ça bloque, puis il y a une douleur qui, c'est comme un couteau passe à travers un nerf, je sais pas quoi, il y a de quoi qui va pas, ou il y a de quoi qui lâche. Les hanches sont très, très, très... fragile, là, mettons. Puis il n'y a pas beaucoup de mobilité là-dedans. Fait que je fais attention dans ce que je fais. Open it. Maintenant, les joueurs ils ont toutes les hanches ouvertes là, quand ils patinent. Oublie ça. Moi, je suis puis j'ai mal à les regarder. Fait que non, je suis pas là. Ta blonde est-tu au désespoir? Non, à date, c'est correct. À date... J'ai déjà lu que tu disais que ta blonde t'a jamais
fait sentir que c'était le temps d'arrêter? Non. Qu'elle a jamais dit, hey, là, ça serait jamais? Non, jamais. Elle a été, elle était bien, elle supportait énormément, puis tu sais, elle a embarqué là-dedans, puis elle comprenait. Puis ça vaut de l'or. On est allé jouer en Europe, là, elle a accouché de notre deuxième enfant en Allemagne, dans une autre langue, dans une autre mentalité. Elle s'est ouverte à l'expérience aussi, là, puis elle l'a vécu, mais jamais. Non, c'est moi qui vraiment Pris les décisions. pris la décision. C'était au niveau physique. Si je voulais avoir une qualité de vie après, là, puis en profiter, c'était assez. Ouais. On a reçu ton meilleur ami au podcast, Max Talbot. C'est vraiment ton meilleur ami, c'est pas une joke. Non, ça fait des années. Vous vous connaissez depuis qu'on a l'enfance? 10 ans. Depuis qu'on a 10 ans. On s'est côtoyés. J'avais lu que vous vous connaissiez depuis, vous êtes devenus vraiment amis beaucoup à l'adolescence. Ouais. Fait toutes les premières fois, les premières blondes, les premières brosses, c'était toutes vous deux ensemble. Sa première fois, c'est une fille que j'ai présentée. C'est la première brosse, c'est chez eux. C'est le même soir, c'est ça? Le même soir. Non, mais c'est tout. Surtout, là, ça, c'était l'année, on était Bam Tam, première année. Fait que t'as 14 ans, je pense, dans ces eaux-là. Ouais. Cette année-là, surtout, là, on était 3 premières années dans l'équipe. Il y avait moi, lui, puis un autre gars dans l'équipe qui était première année. Les fins de semaine, c'était tout le temps, soit ils couchaient chez nous, je couchais chez eux. On a fait les 1001 coups, tout, puis ça a continué. T'sais. On revenait, c'était la même cédule. On revenait l'été après notre saison, quand c'était au niveau junior, ou Ligue américaine, ou Ligue nationale. T'sais, on a fait le même parcours. Fait on a côtoyé ensemble. T'sais, je me rappelle, la première année, lui, il a fait l'équipe. Moi, j'ai commencé en Ligue américaine. Après ça, moi, j'ai été rappelé. La deuxième saison, j'étais en haut. Lui, quand Michel Therrien est arrivé, il a redescendu. Tu vis tout ça à côté de lui. Ouais. Là, dernièrement, cette semaine, sur The Athletic, ils ont sorti la game la plus folle de la dernière décennie. Ouais. C'est une game Penguins-Islanders, un 11 février. C'était la fête à Max. Puis il s'est fait sauter dessus 3 fois dans cette game-là. C'est la fois que Haley est allé se battre avec le gardien. Il restait plus personne sur les bancs. Fait que c'était une game assez folle. C'était la journée de sa fête. Puis il a fallu que j'aille porter un cadeau après la game. Fait qu'on se remémorait ces souvenirs-là, mais on a tous vécu à ces choses-là ensemble. Il y a même, je sais pas si... Ouais, c'est dans cet âge-là, quand vous étiez adolescent, faut que tu me racontes la fois où tu me vois peut-être, où ça s'est ramassé à un point où le monde savait tellement pas t'étais où que la police a commencé à te chercher. C'est ça. Comment on en arrive là? C'est tellement banal. J'étais à un entraînement de l'équipe, une pratique. Ouais. Puis je suis revenu avec un papa. Puis ça marchait comme ça. Où nous autres, on avait un aimant sur la piscine avec une clé à l'intérieur. Quand, mettons, on revenait et les parents n'étaient pas là. Je veux pas, j'ai un frère et une soeur aussi qui faisaient des activités. Mes parents travaillent. Ça gaule là, mané. Fait que des fois, tu as besoin d'aide. C'était le monsieur Souciprou qui était venu me porter, Alexandre Souciprou qui était venu coéquipier. Il me drop à la maison. Moi, je pars en arrière, puis le papa, super gentil, il veut être sûr que j'ai la clé. Fait que moi, je pogne l'aimant en arrière, je la brasse, il y a de quoi dans l'aimant. C'est un petit boîtier qui était collé sur la piscine. Fait que je la brasse, il y a de quoi. Fait que j'y fais signe, c'est beau. Fait que je pars, je m'en vais vers la porte, j'ouvre ça, puis c'était une roche qui était là-dedans. Fait que là, je vais casser ça. Là, j'ai pas de clé. Fait que là, je suis pris dehors. Pas de cellulaire à l'époque, tu sais, j'ai rien. Mais c'était une conversation qu'on avait eue en famille. Si jamais t'es mal pris, va chez le voisin, cogne, va là, puis attends qu'on revienne. Ouais. Je pensais que c'était un plan qui avait été établi. À l'époque où on connaissait nos voisins. Ben, c'est ça, on leur parlait. C'est ça. Et je suis rentré là. Là, eux autres, ils ont été se couchaient très tôt. Puis je me suis assis, puis je regardais une game de hockey, puis je me suis endormi sur le divan. Mais moi, je dors sur le divan à côté, mais j'entends rien de... Mes parents reviennent, je suis pas là, appelle M. Souciprou. Mais oui, je l'ai déposé, mais il est pas là. Je cherche partout dans la maison, il est où? Appelle une couple de monde de l'équipe. Max, il est venu à la maison, c'est petites heures du matin, il se promenait avec mon père, puis il suivait les fossés. Oh, il promenait dans les fossés. La police est venue, tout. Mais moi, à 5 heures du matin, je me réveille sur le divan. Une bonne nuit de sommeil, ça, c'est bon. Je me réveille à 5 heures, je fais, tabarouette, OK. Je vois l'auto, mais je traverse, tu sais. Là, je rentre dans la porte, là, toute la famille est là, les larmes, les pleurent. C'est où? Moi, je rentre comme si de rien n'était, là. Ouais, j'étais chez le voisin. J'ai eu ma nuit de sommeil, puis ça a été ça. Mais Max, il a passé la nuit à me chercher. À te chercher dans les buissons. Dans les buissons, dans les fossés. Tabarouette. On avait dit chez le voisin si. Il me semble que c'est un plan, non? C'était une époque, c'était correct. La question, c'est qui a mis une roche dans la Une petite roche, en plus. J'ai tabarouette, il m'a pogné.
Vous avez même fait, vous avez fait une tournée d'ANH pendant le lockout avec Max. Vous avez fait ça aussi au Queen's Québec. En plus, tout le monde pense que c'est Max le tannant, mais apparemment que c'est toi le plus tannant des autres. Ça, c'est parce qu'il vous a dit ça quand il est venu ici. Parce que ça? en fait c'est lui qui dit tout. Je l'ai vu. Lui m'a dit ça, mais je l'ai lu à quelque part d'autre aussi où il dit que c'est que toi tu sortais plus que lui puis que... C'est lui qui dit ça. Non, mais c'est lui qui veut dire ça, c'est ça. Il veut changer la croyance populaire. Exact. Il veut changer la donne. Mettons, on donne pas notre place là. Mais je serais pas prête à prendre le chapeau du tannant encore, non. T'as parlé tantôt, t'as mentionné Bob Bissonnette, que on en a parlé beaucoup avec Max Saint-Louis, mais lui, tu le connaissais bien aussi, Bob. Oui. Puis, t'as pas filmé un de ses vidéoclips? Comment ça? Oui. C'est ça? Dans un de ses vidéoclips, Bob, il s'est fait échanger de Hull, dans le fond, à Batters. Ouais. 2 semaines après qu'il m'ait sauté dans le dos, puis il m'a donné une ratelée. 2 semaines après. Est-ce que vous connaissiez à ce moment-là? On se connaissait pas. Okay. Il m'a donné une ratelée parce que j'écœurais beaucoup Max. Tu sais, mettons, au départ, je suis passé à côté de Max, j'écœurais Max, puis Bob, il était sur le trio à Max. Puis c'était une journée, une game qu'on leur donnait une volée, puis Bob a pas aimé ça. Puis après une escarmouche, quelque chose, je m'en allais au banc. Puis lui, il est parti du tas, puis il me courait après. Puis j'ai juste vu mon banc réagir, je me suis reviré de côté, puis j'ai vu un gant noir me frapper. Je suis tombé en pleine face, puis un gars qui m'a sauté dans le dos, puis qui me nourrissait de droite et de gauche. Jusqu'à temps qu'un gars de l'équipe sorte, puis qu'il aille se battre. Puis 2 semaines après, il était assis à côté de moi dans le champ. C'était Bob, il s'est dit, je m'excuse. Mais ouais, c'est le moment que j'ai rencontré Bob. Puis souvent, on faisait des voyages, tu sais, que ce soit pendant le break aux Olympiques ou au break du match des étoiles. On faisait des voyages avec Max. Puis il est arrivé à une époque où moi, j'avais une copine qui est venue avec moi. Max, il se trouvait un partenaire de voyage. Fait que il amenait Bob. C'est ça. Fait qu'on partait les 4. On a fait une couple de voyages. Puis ce voyage-là, c'était au Bahamas. Puis il amenait tout le temps son petit ukulélé. Oui. Il faisait des petites tunes. On est sur le bord de la plage un après-midi un peu plus tranquille. Puis il dit « Hey, j'ai une tune. Écoutez, cette tune-là est bonne. » Puis ça soit, puis j'avais mon cellulaire sur moi. Puis ça commençait à être une époque où tu filmes des moments choses, comme ça. Ouais. Fait que je me suis assis de même, puis il est parti à la toune, puis c'était ça, tu sais, elle était écœurante. La manière que l'atmosphère... C'était laquelle? C'était J'accroche mes patins. OK. Fait que il a fait cette tune-là. Puis, that's it. Après ça, j'ai envoyé comme ça, tu sais. Souvenir, c'était pas plus que ça. Mm-hmm. Puis, il a fait c'était son vidéoclip. Ah, OK. Tu parlais tantôt quand tu jouais contre Max puis les batailles. Tu t'es-tu déjà battu avec Max? Pas sur la glace. On s'est cherché souvent sur la glace. On se donnait tout le temps de l'extra. Mais non, nos seuls, on a une bagarre dans un bar. Puis, sinon, c'est du tiraillage. Vous êtes battus un contre l'autre dans un bar? Ouais, on s'est fait sortir. Parce que... Vous aviez quel âge? C'était il y a 2 semaines? Non, ça fait un bout. On avait... Jeune, dans nos jeunesses, on a eu une belle soirée à Montréal. Puis, dans une soirée début d'été, un peu arrosée, on voyait des amis. Max, il était tout le temps plus avant-gardiste pour ce qui est de la mode. Il avait mis des jeans avec des trous partout. Puis, il y avait un trou juste en dessous de la poche. En arrière de son jean, la poche arrière. OK, parce que ça peut être interprété différemment. La poche arrière, tout le monde, là. Ouais, c'est ça. Fait que, puis là, ça a donné, ça niaisait, il connaissait très bien le bartender, puis il monte sur le bar. Puis moi, je vois le trou. Ça sonne comme Max. Ouais, ça sonne comme Max. Je vois le trou dans ses jeans. C'est laid, ça. J'ai mis ma main là-dedans, puis j'ai tiré, et j'ai arraché sa jambe de jeans. Fait que là, il a perdu une jambe. Tout a suivi. Fait que là, il est descendu, il m'a donné une bonne droite. J'ai donné une bonne droite. 2, 3 à gauche, elles sont switchées. Puis là, les bouncers sont arrivés. On s'est fait sortir. Une belle soirée. C'est moi qui t'ai cherché d'impuissant en 93. Mais le lendemain, c'était fini. C'était fini qu'on est sorti dehors. C'est des histoires de brosse. Ouais, c'est ça. Mais c'est à la glace, comment que c'est? Parce que ça aussi, c'est pour le commun des mortels. C'est quand même tout faire comprendre de dire quelqu'un qui est ton meilleur ami dans la vie, que tu vas jouer contre sa glace, que tu vas... Comment tu peux... Tu sais, quand tu joues sa glace contre ton ami, comment c'est? T'es très conscient quand c'est lui qui est sa glace. C'est comment tu gères ça? Ou... Ben, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est pas acceptable? Ben, on dirait que la ligne, en tout cas, nous deux, la ligne, elle est encore un peu plus loin. Puis, tu le savais, on est 2 gars très compétitifs. Mm-hmm. Fait que le meilleur sortait. Tu sais, il n'y a pas de... Il s'emmenait en forecheck sur moi. Là. Je savais qu'il allait y aller encore plus fort. Ouais. C'est sûr qu'il essayait de finir sa mise en échec. On a joué en série contre. On a eu une série de 7 matchs. Bridgeport contre Wilkes-Barre, les 2 clubs écoles. Puis
je jouais contre lui tout le temps. Puis à chaque petite mêlée, il cherchait, tu sais, j'étais un target pour eux autres, fait qu'il en profitait. Lui était un target pour nous autres. C'était l'extra, tout le temps, les coups. Tu savais que ça allait rester, tu sais, si jamais j'essaierais de le blesser, mais il y avait tout le temps l'extra. Tu sais, si j'allais d'une mise en échec, c'était lui. Il y avait peut-être une enjambée de plus. Il l'avait mérité. Une affaire que Max avait dit aussi, c'est que quand il s'est ramassé en Russie, il s'est ramassé avec Bob Hartley. Puis c'est-tu toi qui avais dit « Fais-moi une promesse, faut que tu prennes en note les affaires que Bob va dire. » C'est Bob, il t'avait coaché à Batters, c'est ça? Non, j'ai travaillé avec Bob à RDS. Ah, OK, juste à cause de RDS. jobs, Bob, il est venu à RDS, puis il sortait des quotes. Toi, t'en as-tu noté? Non, c'est mon regret. C'est pour ça que je disais à Max, faut que tu sortes, faut que tu gardes. Parce qu'il sortait des 2-3... À chaque émission, on faisait des matchs à la Ligue nationale, des séries de l'Ouest, souvent on était ensemble. Puis là, il sortait des genre de quotes que là, faut que tu l'analyses, tu penses. Puis là, ça veut presque dire quelque chose, mais finalement, non. Il dit, hey, lui, il va pas plus qu'une portée de chat. Ça dépend pour qui t'as une portée de chat. C'est-tu mauvais? C'est quoi la valeur d'une portée de chat, Bob? Beaucoup ou très peu? Aimes-tu les chats? Parce que si c'est des peu rares, c'est que t'es revends. Ouais, c'est ça. Parce que lui, quand il était venu, il avait littéralement il y avait un document dans ses notes, dans son cell, que c'était que des quotes. Oui. Il les avait sortis, tu sais. Puis c'était malade. J'étais comme, mon Dieu, si toi t'en as des nouvelles, ça n'a pas de fin, Bob Hartley, tu sais. On a parlé de bien des affaires qui sont arrivées, mais t'as aussi joué au hockey dans la Ligue nationale. Un petit peu. T'as joué avec t'as joué avec plusieurs équipes, les Islanders, mais dans ma tête, t'es un Islanders, c'est là que t'as joué le plus longtemps. Ouais. T'étais comme à la jonction de deux époques. Oui. Parce que t'es arrivé avant, plusieurs années avant Jean Tavares, puis t'as comme connu de différentes époques. T'as joué avec, juste pour te donner une idée, là, t'as joué avec des gars comme Alexei Yashin, Miroslav Chatan, Rick DiPietro, Bill Guérin. Ouais. T'as joué avec un gars qui s'appelle Joël Bouchard. Chris Simon, Ryan Smith. Tu sais, ces gars-là, là, on parle du milieu des années 2000. Moi, Alexei Yashin, je le suis sur Instagram, il me fait beaucoup rire. C'est comme vraiment un bonhomme là, sur Instagram. T'es-tu sérieux? Je savais pas. Mais moi non plus, je sais même pas quand je suis tombé sur son compte. Puis il est vraiment drôle. C'est comme lui qui se filme en rollerblade. C'est vraiment drôle. Puis je veux savoir, petit lui, c'était comme il avait signé un long contrat. Oui. Puis DiPietro un contrat de 14 ans. Tous des contrats qui ont souvent, ils ont dû être rachetés. Ça a été catastrophique. Mais c'était-tu Mike Milbury, ton GM? Ou j'ai eu Mike Milbury, oui. Parce que Mike Milbury, pour plusieurs, c'est le pire GM de l'histoire, dans le sens que par ses échanges, là, il a échangé Luongo, il a échangé contre Mark Parrish, ou rien contre Alec Vacha. Ouais, Alec Vacha. Tu fais des affaires que t'es comme, oh my god. Mais Mike Milbury, puis là, il est devenu commentateur, mais comme GM, il était comment, tu sais? Il était... Faut tout le temps que... Moi, il m'aimait beaucoup. Fait que c'est peut-être une autre erreur de les siennes, là, mais non, moi, il était super fin, mais c'était un personnage très coloré. Ouais. Je me rappelle mon premier camp, j'arrive là, je m'en vais au camp des recrues, puis du camp des recrues, il y avait juste Sean Bergenheim, le choix de première ronde, qui allait au vrai camp. J'avais un très bon camp des recrues. C'est là un peu j'ai fait mon nom. Ils m'ont amené au vrai camp. Pas rapport, mais ça a été super compliqué. J'avais ma poche sur une chaise dans le milieu de la chambre, j'avais pas de nom. Il fallait qu'ils trouvent toutes les affaires à la dernière minute. Puis je fais le camp, je fais les matchs hors concours. Je me fais confirmer par l'entraîneur que je fais l'équipe. Steve Sterling à l'époque. Ah, OK, c'était avant Nolan. Ouais. Puis je reviens, puis ça fait un mois et demi que c'est comme le camp d'entraînement. Je suis là, je suis autour. Là. Puis je rentre dans la chambre une année, puis lui sortait de la chambre. Il me regarde, il dit « T'es encore ici, toi? » Puis il s'en va. Milbury, ça? Ouais. Tu sais, super, le fun. Il était coloré dans ce qu'il disait. Il nous a fait regarder un match un moment donné. Là. Il est descendu dans la chambre, puis il nous a forcé de regarder une game qu'on avait jouée, qu'on avait perdue. C'est comme si les Canadiens, c'est comme si Marc Bergevin descendait dans la chambre, puis il disait à tout le monde, on s'assoit ici, puis on regarde la game de Boston avec les annonces, puis tout. Puis, j'étais au Centre Bell, ça. En plus. Tu vois, tu regarderais même pas. Il était très coloré comme personnage. Parce que lui aussi, il était joueur à l'époque pour les Bruins, puis je pense il y a un fameux incident où il s'était ramassé dans les estrades à taper contre du monde, puis il était là-dedans, Mike Milbury. Oui, c'est lui qui a pris le soulier. Oui, le soulier pour taper un gars. Pour battre le gars. Ça, c'est resté avec lui. Là, Mike Milbury, si vous sûrement que c'est sur YouTube, il se bat contre des spectateurs. Ça, c'est plus imaginable. Écoute, à taper un homme avec son propre soulier. Voler le soulier à l'homme pour le taper avec, c'est quelque chose. Alexei Yashin, est-ce que tu as un souvenir de lui aussi? Il était quand même c'était un...
tu sais, lui, il venait d'un coin un peu plus pauvre de la Russie. Fait que c'est quelqu'un qui était très près de ses sous, malgré qu'il en faisait énormément. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai beaucoup d'histoires de lui étant très, très cheap sur des détails niaiseux. Comme quoi? Ben, comme mettons, on jouait à carte de crédit pour un lunch. Ah, Tu mon vas Dieu. luncher, mais un lunch, tu te prends une sandwich, une soupe, une salade, peu importe, là. Fait que le bill, je sais pas, on est 6-7, le bill monte à un peu plus que 100$. Puis on fait la carte de crédit, tu sais. Puis les gars, on va jouer à la carte de crédit, mais le gars qui fait 10 millions veut pas jouer. Ah, non, OK. Alors, finalement, il embarque un peu, pression du groupe, il perd. Puis il est tout le temps fin, il est super sympathique. Ouais. Il pogne les nerfs, il engueule le serveur, puis il pitch sa carte, tu sais, comme complètement déplacé. Alors que tu fais plus que ça par shift. Ouais, relax, tu sais. Fait que des affaires de même, là, il pognait les nerfs. Là. C'est Ouais, ça, drôle. là, il était quelque chose pour ça. Rick DiPietro aussi, qui était tout qui est rendu des médias aussi aujourd'hui, mais qui était un choix premier au total. Rick DiPietro qui était supposé être, il était bon, en fait, là, avec la rondelle aussi, pis tout ça. Qui a lui aussi les blessures. Tu as joué avec Chris Simon aussi, très épeurant. Chris Simon qui avait été, je pense, le premier gars que je pense que j'ai vu être suspendu 30 games. Ah oui, pour son coup de patin. Ça, c'était à Route 2, je pense. Ça se peut. Il a fait All-Weg. Il y en a eu 2 grosses suspensions avec les Islanders. Ryan Smith qui avait été changé au deadline. Ah, Captain Canada. Ouais, lui, il était là très pas longtemps. Ouais. Vous avez fait les playoffs de justesse. Ça a comme surpris le monde du hockey, ça, que Ryan Smith parte puis qu'il s'en vienne avec les Islanders pour la petite course aux séries. On a fait des séries la dernière minute là, quand le Canadien avait perdu contre Toronto. Ouais. Puis on s'était glissé là. Puis, vous aviez... Tavares, c'était-tu arrivé ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore. Ouais. C'était contre... je me souviens, il a été échangé contre Robert Nielsen. Un autre gars de première ronde. Puis mais finalement, rien de ça est resté à Edmonton. C'était comme 3 affaires qui ont l'air grosses, mais finalement, ça... Et en fait, il y avait un gars aussi dans ton équipe, c'est Jeremy Colleton. Ouais. Qui est maintenant coach des Blackhawks et qui a genre ton âge, là, genre 36. Un an plus jeune. Bon, en plus. Ouais. Il a mis trentaine, puis il coach des gars comme Brent Seabrook avec qui il a joué dans Team Canada. Puis est-ce que tu pouvais... Est-ce que... Tu sais, je veux dire, attends, c'est quand même drôle d'un gars de ton âge qui coach NHL depuis maintenant l'an dernier. Comment tu trouves ça de voir ce gars-là? Puis est-ce que tu l'as vu venir ou tu sais? Ben, je l'ai vu venir pas à ce rythme-là. C'est un gars très intelligent. J'étais très proche de Jeremy. On se parle encore. J'étais allé à son mariage. On se parle encore aujourd'hui. C'est un gars très posé, très calme, très intelligent. Tu sais, dans les rencontres, mettons, surtout, il était très bon en désavantage numérique. C'est le genre de joueur qu'un entraîneur va tout le temps aller chercher un peu d'input, tu sais, savoir, bon, mais qu'est-ce que t'en penses? T'en as vu beaucoup, puis il communiquait très bien. Fait que c'était un leader jeune, tu sais, au niveau de la Ligue américaine, quand je l'ai connu. Peut-être un manque de talent là, pour la Ligue nationale, mais il y avait une compréhension de la game qui l'aidait beaucoup. Mais son cheminement était fou, tu sais, il est parti, il était joué en Suède, il y a une commotion, il tombe coach cette année-là, pour aider. Coach le mettre dehors, coach en chef tout de suite, aide son équipe à gagner. Puis la mentalité des Hawks, c'était... Il aimait beaucoup ce qui se passait en Suède. Fait que les Hawks ont demandé, trouve-moi le meilleur gars pour développer des joueurs en Suède. Puis c'est Jeremy Colleton qui était là. Fait qu'ils l'ont pris, ils l'ont amené à Rockford. Puis ça n'a pas été long dans la Ligue américaine. Puis Kenville se fait remercier. Monte avec ton optique d'organisation que les autres veulent monter les gars par la Ligue américaine. Ouais. Puis là, il se retrouve derrière un banc dans la Ligue nationale. Là, ça s'est fait extrêmement rapide. Ouais. Mais il y a une tête, ses épaules pour ça. C'est le défi, surtout pour les premières années. C'est tous des gars contre qui il a joué. Ouais. Ou quand lui, il se faisait couper les mineurs, ces gars-là jouent dans la Ligue nationale. Fait que t'as tout le temps ça un petit peu. Faut que tu gagnes ton respect d'une autre façon. Ouais. Mais c'est un gars très intelligent. Je suis pas stressé pour lui. C'est difficile pour les Blackhawks en ce moment parce qu'ils sont sur une pente plus descendante, même s'ils sont encore excellents. En tout cas, ils ont la chance d'être bons. Surtout de commencer la Ligue nationale. C'est comme dans une drôle de situation. Après ça, t'as vécu l'ère Tavares qui a commencé. Mais moi, j'étais au Centre Bell aussi quand il était repêché. C'était 2009. Ouais. Puis en fait, on était assis devant la loge des Islanders. Puis moi, j'avais dû partir un moment donné parce qu'il fallait que j'aille prendre un autobus après le choix de Louis Leblanc, tout ça. Puis mon ami m'a envoyé des photos. Puis des photos avec toi où il te serre la main. C'est comme, hey, Bruno Gervais. Puis en tout cas, John Tavares qui était arrivé, tout ça. Mais c'est comment, ça aussi, l'arrivée dans un club d'une méga star comme John Tavares, qui est un premier show total, puis qui tout le monde l'attend. Quand ce gars-là arrive, c'est quoi l'impact que ça a sur une équipe? Ben, tu le voyais parce que lui, c'était un gars bâti pour ça. Tu sais, c'était un phénomène très jeune.
Puis il est arrivé, puis le sérieux qu'il y avait, l'intensité qu'il y avait, la préparation. Tu sais, j'étais encore à une époque, là, tu disais que moi, j'ai comme chevauché 2 époques. Là, et moi, j'ai connu les gars qui s'entraînaient l'été, puis le 1er août, ils switchaient de la bière à la vodka pour perdre un peu de poids, puis c'est du bench, du basic, puis ils se présentaient au camp de sélection. Puis là, tu as un gars comme ça qui est très entraîné, très préparé, qui arrive. Il était tout le temps sérieux, puis il voulait bien faire, puis il y avait beaucoup de pression sur ses épaules, c'est normal. Ouais. Mais moi, Gard Snow m'avait rencontré pour dire, là, ta job, toi, là, c'est je peux pas utiliser les termes qu'il a utilisés, mais de le relaxer un petit peu, de le faire apprécier les coéquipiers, qu'il devienne un gars d'équipe. Je peux pas utiliser le terme qu'il a utilisé. Le terme que, je peux pas utiliser, c'est la manière qu'il me l'a présenté, mais... Tu se desserres les fesses. Attends. C'est ça. Puis il m'avait nommé un outil qui pourrait aider à faire ça. En tout cas, de même, juste pour que ce soit plus relax, s'assurer que ce soit un gars d'équipe. Oui. J'avais une tradition à New York. Je faisais tout le temps un gros prank par année. Je faisais beaucoup de pranks, mais j'en faisais un gros. Puis une année, ça a été Tabarez. On l'a fait arrêter à New York. Non. Ah, il a capoté. Par qui? Ça, par des policiers. Fait que vous aviez qui faisait partie du coup, là. Oui, c'est ça. C'était à chaque année, il était impliqué d'une façon ou d'une autre. J'en ai fait plusieurs. Puis l'année qui est arrivée, c'était tout le temps sur une recrue, tu sais. Ouais, bien sûr. Puis l'année qui est arrivée, c'était sûr. Fait que là, prépare ça. Puis on avait été voir Rock of Ages, qui est un show sur Broadway. On avait une escorte policière pour y aller. On disait une belle... On fait le show. Puis après le show, la gang de Rock of Ages fêtait, je me rappelle plus, c'était la 100e ou 200e représentation, peu importe. Il y avait un party de staff. Fait que nous, on s'était greffé à ce party-là, l'équipe. Ça a fait un gros party, tout le monde ensemble. Puis j'avais 2 policiers qui étaient en avant. Puis l'idée, c'était qu'on sortait dehors pour rentrer dans un autre bar un peu plus loin. Mais à ce moment-là, Tabarez n'a pas 21 ans. Fait qu'on sort dehors, puis l'idée, c'est qu'on arrêtait avec Doug Waite, on arrêtait quelques secondes, juste assez pour que je puisse glisser un verre dans sa main. Fait qu'on a un petit scénario. Fait le bouncer me laisse sortir avec un verre, ce qui normalement on devrait pas, mais on s'arrangeait avec lui. Je sors dehors, puis là, je fais juste bonnement, je fais juste dire, hey, John, tu sais, JT, tiens-moi ça, donne-moi 2 secondes. Puis moi, je pars, je m'en vais parler avec Doug Waite plus loin. Mais là, il n'y a plus personne d'autre qui sort. Fait que là, il se ramasse comme tout seul sur le trottoir, qui prend ça. Je dis, donne-moi 2 secondes, on voulait aller vérifier si on pouvait rentrer. Fait qu'il est comme 5-6 pas en arrière de nous autres. Puis là, il y a les 2 policiers qui arrivent, ils disent, hey, t'as pas le droit d'avoir ça là. Fait que là, il disait, puis là, il refuse de parler aux policiers. Il fait juste crier par-dessus leur épaule. Bruno! Doggy! Bruno! Doggy! Puis le policier essaie de se poser des questions. Hey, je veux voir tes pièces d'identité. Il refuse d'avoir une conversation, de répondre à quoi que ce soit. Il fait juste crier vers nous autres pour qu'on vienne. Nous autres, on continue à marcher. Arrange. Ah non, il l'a pas aimé, celle-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui l'a vu? Ça aurait dû être drôle. Ah ouais, ça l'a vu. On filmait pas. À l'époque. On gardait ça dans nos souvenirs. Mais on a ri parce que tous les gars, tu sais, c'était, il y avait une espèce de section banquette avec une fenêtre sur le long de la rue, dans le fond. Fait que tous les gars, ils étaient là, puis ils regardaient la scène, puis ils le voyaient crier après nous autres. Eux, ils l'attendaient, là. Ah ouais. Puis les policiers riaient. Le policier n'a pas le garde de jouer le jeu trop longtemps. Il a gardé un 5 minutes de panique, puis après ça, c'est drôle. il l'a relâché. Doug Waite aussi, il avait l'air d'un bon... Là, il était rendu en fin de carrière avec vous, là. Il avait fin trentaine, mais il avait l'air d'un bon vivant. Ah oui, oui. Un vrai leader. Lui, il était quelque chose. Même chose, il s'entraînait très, très fort. C'est un de ceux-là que dans le gym, c'est un des gars qui s'entraînait le plus fort dans l'équipe. Même il était rendu à 39 ans, je pense. Mais un bon Jack. Tellement d'énergie. Mais qui pensait la game au niveau offensif, là, c'était incroyable. Ça a paru quand il était coach des Islanders. Les Islanders, ça scorait des buts, c'est tout ce que ça faisait. Mais lui, c'était ça. Il était tellement créatif à améliorer. C'est un des premiers, il jouait tout le temps avec son bâton. Sa palette, tu regardes ses palettes, là, c'est n'importe quoi. Mais il était en train d'essayer quelque chose, puis d'améliorer. Il y a eu des très bonnes années offensives à Edmonton, à Saint-Louis. C'était mon équipe, ça, les Oilers, dans ces années, là, avec les Wade Guérin, les Marchand. Justement, tous ces gars-là. Ils se pognaient contre Dallas tout le temps en série. Là. Ça, c'était bon. C'est vrai. Moment. On peut pas parler d'Islanders sans parler du propriétaire, Charles Wang. Ancien propriétaire. Il est décédé? Oui. Il est mort, Charles? Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Le propriétaire qui avait des tactiques hors du commun. Oui. Bruno, c'est quoi les tactiques proposées par Charles Wang? Premièrement, c'est un homme génial. Faut quand même dire. Tellement fin, tellement généreux. Tout le temps de bon mood. Traite chacun des employés, que tu sois le gars qui passe la mop ou que tu sois son COO, il te traite pareil. Il traite tout le monde avec énormément de respect, mais c'est un gars qui a fait une
l'argent beaucoup. Il pensait outside the box. Il a une autre idée. Fait Comment il a fait sa fortune, Charles Wayne? Mais lui, surtout dans l'informatique. Tu sais, comme tout ce qui est site Internet de la Ligue nationale, là, c'est pareil, toutes les équipes. C'est toute partie des Islanders. C'est toute partie de sa compagnie, de ses choses. C'est eux autres qui ont parti ça. Fait qu'il y a bien des affaires qui étaient bien impliquées là-dedans. Mais c'en est un qui... Comme il en reparlait des fois après, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il est arrivé à Mike Milbury, puis il a offert à Mike Milbury de faire un voyage au Japon pour aller trouver un lutteur sumo pour mettre devant le filet. Parce que dans sa tête, il se dit, ben, si on trouve le plus gros qui bloque tout le filet, ils ne pourront pas compter. Fait que oui, il y a un certain raisonnement à ça, mais là, il faut lui expliquer pourquoi. Puis, pourquoi ça ne marcherait pas? Ça ne marcherait pas. Ben, il faut il a mis ça sur le fait que le gardien faut capable de jouer la rondelle. C'est important que le gardien arrête la rondelle derrière le filet, qu'il fasse une passe, qu'il se déplace. Fait que là, OK, le lutteur sumo t'a arrêté. Mais c'est un gars qui... Il pensait à ça pour vrai, lui. Tout le temps, ces affaires-là. Puis à un moment donné, et puis c'est drôle parce que là, présentement, le Canadien a une dure séquence. Ouais. Mais à un moment donné, on a eu une séquence de défaites. Puis là, on a une rencontre d'équipe. Fait que tout le monde est dans la chambre. Puis c'est la rencontre qui est appelée par le propriétaire. C'est rare, ça. Le monde va être stressé. Un petit peu. Fait que là, tu sais, le propriétaire rentre, fait qu'on est tous là, mais tu sais, il rentre avec un sourire, des vieux jeans, des vieux running shoes blancs. Tu sais, jamais tu peux savoir que la fortune que cet homme-là avait. Ouais. Il arrivait dans la chambre, bien relax, sans la main avec tout le monde. Il n'y a pas une mauvaise journée pour lui. Puis là, il s'assoit, puis là, il se dit, je veux savoir ce qui se passe. Parlez-moi des problèmes, qu'est-ce qui se passe, puis je veux voir si je peux aider. Fait que là, Doug Weight était le capitaine, puis tu sais, il explique un peu à l'image du Canadien, c'est qu'on se préparait très bien. On travaillait comme des malades. On partait les games, on dominait des équipes. On avait plein de chances de marquer. Puis, aussitôt qu'il arrivait une bad là, on se faisait scorer. Puis là, on commençait à s'écraser ou à se dégonfler. Puis là, tu sais, on n'avait pas beaucoup de confiance. Puis on trouvait des façons de perdre. Fait que là, tu sais, OK, il écoute. Puis là, il y a un moment de silence. Puis là, tu le vois, il réfléchit. Il est en train de penser. Puis là, il dit, ouais, mais qu'est-ce que vous pensez si vous vous mettez à cheerer, à être content quand l'autre équipe compte? Là, il y a un moment de silence. Non, je suis sérieux, parce que là, vous vous écrasez. Quand il marque, vous vous écrasez, vous êtes découragé. Bien, levez-vous, encouragez-vous, puis embarquez comme si c'était vous qui avez marqué. Ça va vous donner de l'énergie, puis vous allez oublier que c'est eux autres qui ont marqué, vous allez embarquer sur la glace. Puis là, il regarde Doug Weight sérieux, là. Fait que là, Doug Weight, faut qu'il explique au propriétaire que non, on fera pas ça. Fait que ça a été une rencontre assez spéciale. J'adore ça. T'as fini par être échangé à Tampa. Oui. Pour un des mots les plus flous au monde, des considérations futures. Ça, c'est comme, on réglera ça plus tard. C'est pas grave pour le moment. T'as même eu la chance de signer à Philadelphie quand Max était là. T'as joué avec une demi-saison. Puis t'as eu quelques saisons à la fin dans la Ligue américaine. Puis t'étais déjà un vétéran de plus... T'avais 400 games Ligue nationale quand même à ce moment-là. Puis j'étais toujours curieux. T'as fini à Lake Erie, qui est l'équipe de la Ligue américaine de l'Avalanche, où t'as été capitaine. Je me demandais comment ça fonctionnait quand t'es rendu un vétéran comme ça dans la Ligue américaine. À Montréal ou à Laval, on parle à des Cosner ou à des Xavier Ouellet. À quel point, tu sais, la communication est transparente avec la Ligue américaine. Est-ce que toi, ton rôle dès le début il est clair, tu sais que tu vas être capitaine de la Ligue américaine, ou est-ce qu'ils font miroiter l'espoir que peut-être tu serais remonté? Ou... Ben, c'est sûr, surtout pour ce qui est de la signature. À ce moment-là, en tout cas, dans ma situation, oui, ça a été beaucoup de faire croire que... Tu avais une chance de remonter. Oui, puis je regardais les signatures, puis de la manière qu'on m'avait parlé, il signait un défenseur droitier, il en avait besoin. J'ai hésité, j'ai mis mon nom sur la feuille de papier. 2 heures plus tard, il signait Zach Redmond. Puis quelques heures plus tard, il signait Max Noro. Fait qu'ils ont signé 3 défenseurs droitiers en quelques heures, puis le mec qui me parle à moi, il n'en signait pas d'autres. Fait que, tu sais, puis d'après moi, je sais pas c'est quoi la situation des autres, mais on a... Max qui est québécois aussi, en plus. Qui est québécois. Qui est venu au podcast, by the way. Puis un méchant bon Jack, là, il fait très bien en Suisse. Depuis longtemps. Mais on s'est retrouvés ensemble à Lake Erie, mais tu sais, c'était une genre de situation, OK, ça arrive. Mais moi, je savais, j'étais au point de ma carrière où, tu sais, je venais de me faire opérer au genou et à la hanche cet été-là. Encore. Fait que je le savais. Tu sais, j'avais besoin de temps pour ma réhabilitation. J'étais à un moment où je pensais à l'Europe. Moi, c'est sûr que j'allais finir en Europe. C'est sûr que j'allais vivre ce trip-là. Je voulais amener ma famille là. Je voulais vivre cette expérience-là. Fait que là, quand j'ai eu ces 2 opérations-là, je disais, c'est pas mal là. Fait que là, j'ai commencé à parler, mais une réhabilitation m'amenait que, tu sais, juste d'être prêt pour un camp de sélection de Ligue nationale à fin septembre, c'était serré. Ouais. Fait que là, les équipes en Europe, tu pars, il y a des camps de sélection qui partent début juillet.
Mais j'avais pas le temps. Fait que j'ai commencé à parler. Puis j'ai dit non, il faut que je fasse une autre année en Amérique du Nord, que je me replace. Puis après ça, je vais y aller pour l'Europe. Fait que là, quand j'ai parlé, il y avait Pittsburgh aussi. Il y a Bill Guérin qui m'appelait beaucoup pour Pittsburgh, tu sais, Wilkes-Barre. Puis il y avait le Colorado. Mais Colorado avait une équipe, une défensive un peu plus facile peut-être à percer à ce moment-là. Mais tu sais, mais j'étais pas certain. Puis tu vois, quand j'ai signé là, j'ai parlé à l'entraîneur qui était Dean Cheneth, qui m'a coaché à Long Island comme assistant coach. Il était en chef à Lake Erie. Présentement, il est assistant coach en Caroline. Puis il dit, j'étais bien content parce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient me chercher un capitaine. Puis là, ils t'ont signé. T'sais, lui, il le savait que j'allais être son capitaine. Fait que là, c'est comme... Ouais, il dit ça au camp. OK, là, tu sais t'es où, mais j'ai pas eu de problème avec ça. J'ai pris un jeune... Il y a un gars... un foutu de trouble qui était dans l'équipe, qui avait un talent fou, qui est venu vivre à la maison, essayer de l'aider, de le remettre drette. Il avait 21 ans, un jeune autre. J'étais le seul de l'équipe avec un enfant à ce moment-là. C'était très jeune. Mais on faisait toutes les parties d'équipe à la maison, les soirées d'équipe. C'était un rôle complètement différent. Puis, j'ai trippé, j'ai savouré cette année-là d'une autre façon. Ça m'a pris 55 games à bien me sentir. À partir de game 55, là, j'arrivais au match, puis là, j'avais hâte, puis ça allait bien. Puis physiquement, j'étais prêt. Fait que j'ai fini les 20 petites dernières games qui restaient. Puis après ça, j'ai regardé pour l'Europe, puis c'est là que j'étais allé à Berlin, en Allemagne. Finalement, le gars que t'as hébergé chez vous, il s'est surplacé ou il joue dans la Ligue nationale? Non, il joue pas dans la Ligue nationale, mais il joue en Allemagne. Mitch Hurd. Il joue en Allemagne présentement à Straubing. Il a continué. J'ai trippé cette année-là. Là. Il a été bien correct. Puis c'est une expérience là, de prendre quelqu'un comme ça. Puis lui, il a accepté ça au bout. Il écoutait tout. Il s'est placé. Il a eu une belle saison avec tout ça. Là, puis, ça a été trippant. Je voulais savoir, dans la Ligue américaine, quand tu es capitaine, c'est quoi... Qu'est-ce que ça implique dans les faits? C'est tout ce que tu viens de mentionner? Y a-t-il d'autres trucs? Comment tu... Il y a beaucoup de... Tu sais, j'étais près de l'entraîneur. Il y a des affaires comme... Tu sais, des fois, le monde ne réalise pas pour les rappels. Tu sais, moi, il est arrivé une fois où Borna Rendulic, un joueur, avait été apprécié par Patrick Roy au camp, où l'organisation de l'Avalanche, je l'aimais bien, mais il trichait beaucoup. Il n'y avait aucun respect de ce qui était le système, la structure, le reste. Il voulait faire ses affaires. Puis, il y a un matin, il y a un match, on est à Milwaukee. Puis, c'est mon parking. Faut que tu payes ton parking. Ouais, vas-y, continue, je parlais que je t'ai... Pendant que tu payes ça. Mais on était à Milwaukee. Puis notre coach décide de le scratcher. Fait qu'il scratch. Il joue pas. Fait qu'il scratch dans la Ligue américaine. Il joue pas. Mais pendant qu'il est en train de se faire patiner d'extra après, l'Avalanche le rappelle. Fait que là, c'est quoi le message que tu envoies aux gars qui sont là? Fait que ça, c'était beaucoup de genre de situations qu'il fallait que je gère parce que l'entraîneur va dire un message, c'est une chose, mais les joueurs dans la chambre, tu sais, j'étais pas mal plus proche de ces joueurs-là. Fait que là, moi, après ça, je parle au groupe de leaders, tu sais, tu parles à des gars, tu as des conversations avec les autres espoirs qui, eux autres, travaillent comme des malades, qui respectent le système de jeu, qui font ça de la bonne façon, mais qu'ils ont peut-être pas assez de points ou quoi, là, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont se mettre à faire, tu sais. On avait des Joey Haitian, des Andrew Agozzino, des gars, mais là, ils rappellent lui, tu sais, il scratch, il jouait pas, il jouait mal, puis ces gars-là traînent l'équipe. On était dans une course aux séries. Tu sais, il y a eu plein d'affaires dans le même. On est dans une course aux séries vers la fin, puis il rappelle 3 de nos meilleurs joueurs, puis il y en a un de ces 3-là qui joue ce soir-là, puis il reste là pendant une semaine. Mais nous autres, on joue 3 matchs sans nos 3 meilleurs joueurs, puis eux autres ne jouent même pas en haut. Fait que c'est quoi le message que tu envoies aux autres joueurs de l'équipe? Fait que là, c'était toutes des situations de même à gérer, puis aller chercher des triggers, aller parler aux gars, aller... Toi, il faut que tu gères les joueurs ou tu peux parler à la direction pour dire hey. Non, moi, j'avais pas. Même que l'entraîneur lui-même, quand il parlait à la direction, eux autres, il y avait une idée, il y avait un plan. La communication n'était pas excellente dans celle-là à ce moment-là. Ça change d'organisation en organisation et peut-être qu'à l'Avalanche, maintenant, c'est complètement différent. C'est plus la même gang qui est là. À ce moment-là, c'était comme ça. Fait que là, il fallait nous autres créer un sentiment d'appartenance, motiver les gars. Mais en même temps, on est sur notre propre île puis on fait nos affaires. Fait faut. Mikko Rantanen n'était pas encore arrivé. Non, il n'était pas arrivé. Parce que je pense, Max, on avait parlé aussi quand. Je pense qu'il a eu le temps de jouer une saison avec Mikko. Puis il était comme, bon, ben, ça va être une star. Ça a quand même bien été. C'est intéressant quand même parce que à ce stade-ci dans la Ligue américaine, c'était un peu tout le temps
nébuleux, ou on sait pas c'est quoi les rôles, mais c'est intéressant que tu en parles. Tu as été en Allemagne. Je pense que tu as beaucoup aimé ton expérience. J'ai trippé. Tu serais resté là si c'était pas ta blessure encore plusieurs années. Oh oui, dans ma tête, il y a un moment, j'ai regardé ma femme avant ma blessure, puis j'ai dit, on va être ici 10 ans de temps, puis j'étais déjà en train de me faire des relations pour m'établir. Dans ma tête, je dis, je vais m'établir ici. Je tripais sur la mentalité, la culture, la ville de Berlin. C'est Daniel Brière, l'ancien du Canadien, qui a joué là pendant le lockout. D'accord, ouais. Puis à un moment donné, on s'appelait de même, tu sais. Ça donnait, je l'appelle pour prendre des nouvelles. Ou il m'avait appelé, je m'en allais d'un tournoi, il m'appelle pour prendre des nouvelles, commence à jaser. Puis qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Puis je vais aller en Europe. Il dit, tu sais, où tu vas aller? Parce que souvent, les gars, quand tu sors de la Ligue nationale ou de l'Amérique du Nord, tu sais, tu vises la KHL en premier. Moi, mon opinion personnelle, c'est que je voulais rien savoir de la KHL. Moi, je me cherchais une ligue où je vais amener ma famille, on va triper, on va voyager. C'est l'expérience sociale qui t'intéresse. Beaucoup plus. Voilà. Fait qu'il m'a dit, va à Berlin. J'avais été à Berlin comme touriste. Mais j'ai pas d'aréna à Berlin. De quoi tu parles, aller à Berlin? Il a dit, OK, là, tu sais, j'avais aucune idée de ça. Puis il dit, ouais, tu vas capoter, va voir des vidéos, va voir, l'aréna est malade, le setup est malade, la ville. Fait que j'ai regardé ça, puis j'étais en train de changer d'agent parce que j'avais mon agent en Amérique du Nord. Il me mettait en contact avec un agent qui va s'occuper, mettons, de l'Europe. Puis une fois que j'ai établi mon agent en Europe, je lui ai dit, ben c'est bon, j'ai parlé au GM de Berlin, il veut 2 ans, moi aussi je veux 2 ans, arrange-toi. Fait que ça a été ça, il est un peu menotté. Il a fini l'entente, mais je m'en allais à Berlin à cause de Daniel Brière. Wow. Tout à niaiser que je lui dois un 4-5% facile. Là. C'est lui qui m'a mis là, mais l'expérience, là. Ah oui, c'est ça. Parce que les gens, ils vont voir les games, là, il y a de l'ambiance. Oui, c'est plein. C'est une aréna de calibre Ligue nationale. Ah ouais, hein, carrément. C'était plein. Il n'y a pas beaucoup de musique. C'est la foule. Derrière le filet, il n'y a pas de siège. C'est juste des bars pour se tenir debout. Il y a des tambours, des drapeaux. Le monde chante tout le long. Il y a un énorme respect envers les partisans dans la mentalité européenne où leur opinion est importante. Tu es inclus. Il y a plein d'événements pour qu'ils soient là. Ils sont très impliqués dans le match. Fait que ça, c'était trippant. L'aréna, c'était incroyable. C'était vraiment un beau setup. Puis la ville, c'était complètement fou. Tout le temps de découvrir tellement d'histoires. Fait qu'on se promenait tout le temps. C'est quoi que tu as le plus aimé de Berlin? Que tu as découvert, que tu as appris là-bas? Ben, j'ai fait la première couche, c'est que tout ce qui est touriste. Tu apprends les histoires qu'il y a là, c'est complètement fou. Est-ce que tu es allé? Il y a un endroit où... place, c'est quoi là, c'est tous des blocs là, pas comme des tombes un peu, mais c'est une place mais en souvenir de l'Holocauste. Oui, c'est toutes des espèces de gros cubes de ciment, petits à énormes. C'est le but de puis le nom m'échappe, mais le but de c'est une expérience puisqu'il joue avec les sens. Là. Ouais. Cette expérience-là, c'est quand tu descends là-dedans, c'est de ressentir les sentiments que les familles vivaient pendant l'Holocauste, de se sauver, puis tu te promènes là-dedans, puis t'essayes de pas te perdre avec qui tu es, puis tu finis par te perdre, puis là, tu fais rien ressortir sur les bouts, mais ça amène ce sentiment-là. Mais il y avait l'expérience touriste. J'ai lu, puis il y a plein d'affaires. Il y a ceux-là que tu connais, Checkpoint Charlie, les plus comme Le Mur, etc. Ouais. Mais il y a plein d'histoires partout autour. Fait que là, tu fais ça. Mais moi, ce qui me faisait triper, c'était la mentalité. Puis, mettons, je résume ça. Là, c'est ici, tu es traité comme un enfant. C'est tous les règlements, la mentalité, tout fait selon le plus épais. T'sais, le plus épais va penser ça. Nivelé par le bas. Nivelé par le bas. Quand, exemple à Berlin, ou bien des places en Europe, c'est un moment donné, il y a common sense. Il faut que tu réfléchisses. Le gros bon sens. Le gros bon sens, baptême. C'est, OK, ça, c'est règlement. Puis si tu es trop épais puis tu nuis aux autres, ben, tant pis pour toi. Tu vas avoir des conséquences, arrange-toi, merci, bonsoir. Ouais. Fait que la mentalité était beaucoup plus ouverte là, était beaucoup plus axée sur... Tu sais, les enfants, mon gars allait à la garderie, il sortait dehors tous les jours. Habille-le. Faut que tu l'habilles en conséquence. Ils vont sortir dehors. C'est bon qu'ils sortent dehors. Ouais. Mais ici, si c'est un peu trop chaud, un peu trop froid, ils mouillent un peu, il faut qu'ils restent en dedans pour les protéger. Là, c'est le contraire. C'est ouvert. Ils pognaient, ils sont venus voir une pratique à un moment donné, la gang de la garderie pogne l'autobus de ville, ils marchent en ville, ils s'en viennent là, puis ils s'en viennent voir la pratique. Ils vivaient plein d'expériences parce qu'il y avait cette ouverture d'esprit-là, que oui, il y a des risques, il y a des dangers partout dans la société, mais on va le faire comme il faut, de la bonne façon. Puis moi, je trouvais ça trippant. Côté culinaire, y a-t-il des trucs qui t'ont marqué aussi, que tu dis que... Parce qu'en plus, ça me fait penser, parce que pas loin d'ici, là, où on est à Montréal, il y a
restaurant qui a ouvert l'année passée, je pense Saint-Urbain, puis des pains qui s'appelle Station Berlin. OK. C'est les fameux kebabs allemands, genre. Oh. Je sais pas si ça dit de quoi quelque chose, mais là, c'est vraiment... Est-ce que c'est ouvert, genre, l'an passé? Mais ça, c'en était un affaire. Mais toi, y a quelque chose qui t'est souvenu? Puis en plus, il y a l'Oktoberfest, la bière en Allemagne. Oui. Ben, la bière, c'est une chose. Ouais. J'ai appris que je bois ma bière dans un verre. On me dit, parce que t'as les Bavarois, tu sais, t'as les Allemands du Sud, t'as les Allemands du Nord. C'est deux mentalités, deux langues différentes. Ouais. Ça, c'est drôle de connaître du monde dans les deux coins, mais un vrai Allemand du Sud, c'est une insulte si tu bois ta bière dans la bouteille. OK. Tu bois ça dans un verre. Puis je l'ai appris, fait que ça, je tiens ça. Mais mettons que j'amenais, il y avait tout un beer house à Berlin, où j'amenais le monde pour une fois, tu sais, l'espèce de soirée typique, là. Ouais. On s'habillait, tu sais, les Lederhausen, là, l'habit typique des serveurs, etc. Les serveuses étaient capables d'arriver avec 10 bocs. C'est tous des bocs d'1 litre. Les bières, c'est des bocs d'1 litre. Puis un bon schnitzel, puis un bon pork knuckle, puis les saucisses, ça, c'était... Puis tu le sentais... À la seconde que je partais d'ici, puis j'arrivais là, puis là, ça change tranquillement. Là. Ça, c'est un autre sujet à débat. Mais il y a une époque, il y avait beaucoup moins de préservatifs dans la nourriture. Dans les condoms aussi. Dans la nourriture, ils mettent pas de condoms. Ce qui est toujours le fun. C'est quelque chose d'indien. Tu veux dire, des agents de conservation. Excuse-moi. Agents de conservation. Dans la nourriture, dans la bière, il y en a moins. Fait que tu le sens, l'espèce de pureté c'est un peu plus naturel, meilleur. Fait que ça, c'était écœurant. Puis Berlin, c'est une ville multiculturelle. Ouais, c'est une ville écœurante. Puis tellement d'ouverture, il y avait tellement de place. Tu peux retrouver de tout, tu sais. Fait que t'es pas dans une petite ville non plus, là, t'es dans une énorme ville. La fin est venue plus rapidement que tu l'aurais cru. Oui. C'est quoi la bad luck que t'as dit qui est venue à ta dernière blessure? Ben, c'est un gars, il s'en venait 1 contre 2, puis il coupe dans le centre, puis il perd la rondelle. Fait que moi, je récupère la rondelle, mais mon partner le fait tomber. Puis en tombant, il s'est retrouvé sur ma jambe, comme je faisais une enjambée. Fait que ma jambe s'est retrouvée en pleine extension, pris sur la glace. Puis lui, il fonçait vers moi. Fait que son réflexe a été de tourner l'épaule. Fait que c'est comme si c'était une spear, tu sais, directement sur le côté de mon genou. Puis là, dans le genou, tout a déchiré, là. Fait que j'ai été opéré en Allemagne. Sur le moment, t'as dû sentir, le savoir. Oui. Ça, c'était... Ah oui, puis j'étais marqué. Fait que ça a fallu que l'équipe s'en mêle parce que les autres, ils faisaient passer ça parce qu'ils trouvaient que c'était de l'action en direct. Non, on pensait pas ça. Sors-moi ça, là, Mais que non, ça a été... Puis je l'ai su quand j'ai reçu... Il restait 1 an de plus à mon contrat. Mais quand j'ai su l'état de mon genou, je savais que c'était fini. Fait que j'ai fait ma dernière année comme dernier tour de glace. J'ai savouré. Je savais que c'était la dernière. Fait que même si j'étais en douleur tous les jours, je suis revenu, j'ai pas voulu manquer rien du début du camp. Même j'aurais dû prendre un dernier mois pour finir. J'ai commencé, j'ai dealé avec la douleur toute l'année. Puis j'avais pas de mauvaise journée à l'Arena parce que c'était ma dernière. Je savourais. OK, parce que c'est arrivé dans la première année, t'as dit ça? Oui, ma première année, mais j'avais 2 ans de contrat. Ah, OK, je pensais que... OK, fait que t'as quand même joué après. Oui, mais je savais que c'était fini. Fait que quand on s'est fait éliminer contre Munich en série, la 2e année, c'était je savais que c'était le au revoir, tu sais. Est-ce que t'as pleuré dans la chambre d'en haut? C'était ma dernière game? Oui, mais parce que c'était en prolongation. C'était la grosse équipe. On venait de sortir nos grands rivaux qui avaient fini 2e dans la ligue. Puis on se pognait contre les premiers qui ont gagné cette année-là. Puis on était en prolongation. Puis on se carrait en avantage numérique. Puis je me rappelle, c'était vers la fin de l'avantage numérique. Tu sais, t'es dans le game. Puis là, le but rentre. Puis là, ça te frappe. Puis là, plus ça va. Fait que j'étais parti. Tu sais, il y a tout un de nos fans qui étaient là. Ils chantaient. Fait que j'étais allé leur parler un peu, les saluer. Puis moi, je disais bye à tout le monde, tu sais, ça avait une autre signification. Ouais. Fait que je pense que les gars le ressentaient, mais... C'est ma dernière game pro. C'était, Mettons, j'ai pas fait attention quand j'ai mis mes patins dans ma poche, là. J'ai pas pris de protège-lames, je les ai pas essuyés, C'est fini. J'ai garoché là, C'est fini. Quand t'as pris ta retraite, j'ai lu que t'avais dit quelque chose de vraiment intéressant. Tu sais, c'est sûr que c'est un sujet qui était couvert. C'est un gros choc là, quand ça fait quelque chose que ça fait 20, 30 ans que tu fais à temps plein. Puis là, tu te dis, c'est fini, il faut que tu trouves quelque chose d'autre. Tout ton mode de vie doit être revu. Puis une affaire que tu avais dit, que c'est la première fois que j'entendais un joueur parler de cette notion-là, c'est, tu disais, t'es tellement habitué à une adrénaline tellement forte, là, tu sais, des games, là, c'est vraiment intense. C'est un peu du sport extrême, là, en termes de, tu sais, toute l'adrénaline qui est générée, tu t'habitues à cette drogue-là. Tu disais que la baisse aussi sec d'adrénaline avait vraiment affecté ton humeur à la retraite, puis tu étais devenu très à fleur de peau, impatient,
puis t'étais comme plus toi-même d'une certaine manière. Puis là, évidemment, les gens dans ta vie le vivent avec toi. C'est quand même intéressant comme notion. C'est ça, tu l'as vraiment observé. Comment t'as su que c'était ça, que c'était l'adrénaline? Est-ce qu'on t'avait prévenu? Est-ce que... Pas beaucoup. C'est un sujet un peu... c'est un sujet tabou. Tu sais, tu parles pas... Les gars, tu prépares pas trop ta retraite ou tu essaies de la préparer, mais un peu comme avoir un enfant, t'as beau lire n'importe quel livre, tu sais pas tant que tu n'entends un que tu sais pas c'est quoi. Avant d'en avoir un, tu sais pas c'est quoi. La retraite, c'est un peu la même chose. On m'avait quelques conseils, mais non, pas préparé comme ça. Puis oui, il y a plusieurs facettes à la retraite. C'est ça qui devient mêlant. C'est qu'il y a tellement d'affaires, on dirait qu'il faut que tu règles en même temps que c'est dur de prendre le temps. Tu veux tout faire tout de suite, puis c'est difficile. Mais une de ces facettes-là, c'était ça. Moi, j'étais un gars super patient, super calme, tout le temps sourire. Puis à la retraite, je venais il y avait des montées, il y avait comme une boule qui montait dans l'estomac, comme si j'allais vomir. Tu sais, quand tu le sens venir, puis là, tu t'enlignes vers une toilette. Mais je sentais ça comme prendre. Ouais. Puis j'étais à fleur de peau. Je réagissais, tu sais, j'ai des enfants. Et pour n'importe quelle niaiserie, je réagissais. Ma femme, tu sais, c'était pas l'homme qu'elle avait marié du tout. Puis là, je voyais, qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, là, je faisais attention. Et je savais que je suis pas quelqu'un qui consomme beaucoup, mais de temps en temps, une bière avec mes amis, etc. Mais je savais que c'était un dépresseur, tu sais, de l'alcool. Ouais. Fait que là, j'arrêtais complètement. J'essayais d'arrêter complètement, essayer de voir, retrouver bon, mais je vais retrouver le ballon, je vais retrouver quelque chose. Puis c'est, encore une fois, Pierre alors, du Canadien. Et puis c'est tout bonnement d'une conversation. Puis, tu sais, il me connaît très bien. Je dis, Pierre, tabarouette, je suis à fleur de peau, que ça va pas bien. Là-dessus, je pogne les nerfs, puis je viens la face rouge, raide, la pression, les boules. Puis, plus tard, j'ai su que j'avais jamais fait d'anxiété. Là, je savais que je faisais des crises d'anxiété, mais pourquoi? Puis tu sais, Pierre, la seule fois, il m'a dit, juste au niveau hormonal, le fait que tu pousses ton corps à la limite, tu vis ces pics d'adrénaline-là, de testostérone, tu produis la testostérone avec les entraînements, etc. Puis là, t'arrêtes. C'est comme, t'arrêtes de fumer cold turkey, de sec, c'est difficile. Fait que là, il dit, ramène le gym dans ta routine, puis ça va te faire du bien. Puis c'est devenu un outil où des fois, là, je le sentais monter, puis c'était plus une priorité de m'entraîner. Fait que moi, ma priorité, c'était, je me préparais, exemple, pour RDS, ou les enfants, ou s'il y avait de quoi à faire à la maison, je le faisais. Puis là, je le venais à fleur de peau, puis tu sais, des fois, j'avais pas le temps d'aller m'entraîner en ma journée. C'était plus une priorité. Puis des fois, là, je venais à fleur de peau, ma femme me regardait et disait, hey, va-t'en dans le gym. Dans 45 minutes, tu peux ressortir. Un gym à la maison. Oui, ça, j'en avais un gym dans mon garage. Fait que puis là, quand je savais quand elle disait ça, elle a raison. Fait que là, je rentrais dans le gym 45 minutes, puis je ressortais un nouvel homme. Là. Je ressortais, bon. Ça l'a beaucoup aidé. Donc, c'est vraiment de garder l'activité physique là, dans la routine. C'est très important. Tu as un peu retrouvé un peu le rythme de hockey puis l'adrénaline du live, en tout cas avec RDS, parce que maintenant, tu es attitré au game du Rocket. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est venu par hasard? C'est quelque chose que tu voulais vraiment faire? Là? Bien, j'étais venu faire l'antichambre pendant ma carrière. Comme tous les joueurs québécois. Exact, c'est ça. Qui ont joué dans la Ligue nationale. Fait que je suis venu la faire une fois, puis à un moment donné, ils m'ont demandé, hey, tu sais, t'aimerais-tu revenir? Puis j'ai dit oui. Puis j'ai eu l'épisode de mon genou, qu'à 23 ans, je pensais que ça allait être fini. Fait que j'avais tout le temps ça en tête, puis je me disais que ça pouvait être une belle deuxième carrière ou quelque chose, au moins l'essayer, tu sais. Ouais. Fait qu'à chaque fois que je revenais, je faisais un peu de match de série. Quand je revenais de ma saison de hockey, nous autres, c'était fini, je revenais, puis là, j'embarquais, mettons, il était rendu en deuxième ronde des séries, dans la Ligue nationale, troisième ronde, j'embarquais, puis je faisais des matchs de l'Ouest. Fait que là, j'apprenais ça. Puis j'en ai fait de plus en plus d'année en année. Je faisais tout le temps le point d'être sûr d'avoir gardé contact. Puis, tu sais, Nicolas Etienne qui était à RDS, Dom Vanerly qui est là. Tu sais, j'avais contact avec eux, puis ils m'aidaient beaucoup. Fait que quand j'ai pris ma retraite, avant même que ça soit officiel, RDS m'avait offert quelque chose. Puis c'était aucune pression. Si tu retournes jouer, ça va être là plus tard. Mais je veux juste que tu saches que nous, on aimerait ça faire de quoi de plus concret. Puis là-dedans, le Rocket arrivait à Laval. Puis il m'avait proposé ça. Fait que j'aime beaucoup toutes les émissions d'RDS, mais celle-là du Rocket, à ce moment-là, c'est celle-là qui me rapprochait le plus proche des sentiments, des aides. J'avais vraiment une journée de match. Fait que j'arrivais, mais c'était en préparation. Ouais. J'arrivais, puis là, tu sais, prends mon petit café, là, tu commences à t'exciter, la game commence, l'adrénaline embarque, puis là, tu fais ton match, puis après ça, tu repenses à ton match, puis là, tu relaxes, tu reposes, là, tu réfléchis, puis là, ça me donnait le haut et le bas qui ressemblait à ce que quand je jouais, mais
Je pouvais pas avoir la même diète parce que tu prenais pas autant de calories. Mais... Autant de carbs, moins de carbs. Tu coupes comme sur spaghetti. Avec la couverture du Rocket, le coach, c'est Joël Bouchard. Joël, tu le connais très bien. Oui. C'est même si tu as joué avec, mais tu le connais parce que c'est un petit monde. Le fait que tu as cette proximité-là avec Joël, est-ce que c'est un peu... Ça te met dans une position où c'est difficile de le critiquer ou c'est difficile de dire ce que tu penses vraiment de Joël, vu que tu le connais tellement que t'es comme... si je dis ça, il va... Tu comprends ce que je veux dire? Non, pas... Mais tu sais, de base, moi, quand je suis arrivé à RDS, moi, j'ai tout le temps dit, je veux analyser puis je veux être positif. Fait que tu sais, mon approche est loin d'essayer de trouver des failles dans quoi que ce soit. Tu sais, puis il y a tout le temps du positif, peu importe vers où je me tourne dans une équipe, tu sais, il y en a. Fait que c'est tout le temps vers là que je vais m'orienter. Mais non, tu sais, Joël, il en a vécu, il en a vu, puis je pense pas que ce soit ça qui va l'arrêter, qui va le faire fâcher, tu sais. Il en a vu d'autres. Il a été du côté des médias, puis tu sais, il est excellent comme entraîneur. La passion qu'il amène, c'est le fun. Tu sais, c'est dur d'aller là puis de critiquer ce qu'ils font. En tout cas, jusqu'à maintenant, là, mais c'est très, très dur de les critiquer. Fait que c'est pas dans mon approche d'un, mais j'ai pas jamais... Je pense pas comme, je veux pas le froisser. J'espère qu'il pense pareil. Ou, parce que lui, c'est ça, on dit qu'on nous l'a vendu comme un gars qui est très bon pour développer les gens. Joël, c'est vrai, ça? Ben, oui. Puis à deux facettes. Il est très bon pour développer les jeunes parce que c'était un excellent joueur de hockey, qui a été malchanceux dans sa carrière. C'est un gars, il aurait dû en avoir un 700, 900 matchs dans la Ligue nationale, mais tu sais, les blessures, les maladies, ça l'empêchait d'être là, mais il avait un très, très bon talent, un espèce de travaillant, beaucoup de vécu, puis il a continué tout le temps à peaufiner, puis il est capable, il travaille sur des habiletés individuelles du hockey d'aujourd'hui. Fait que des affaires qu'il faisait à son époque, il les a ajustées. Tu sais, lui, c'est un gars qui étudie la game, il a appris. Fait qu'il enseigne des affaires que lui faisait pas, mais ça marche dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Puis il y a le côté mental que lui, il a fait du up and down, up and down, up and down, signé là, redescendu. Fait qu'il connaît ça. Fait que les gars qui, tu sais, les pick-up, les Hudon, les Mété quand il est allé là, puis tu sais, tout le monde parlait à Manik Kakanyemi descendant à Laval. Tu sais, si ça arrive un jour, t'as Joël qui est là, fait qu'il a vécu ce côté-là aussi. Fait que ça, c'est un autre aspect que tu retrouves en un coach. Puis en plus, à ça, tu rajoutes Daniel Jacob puis Alex Burrows. Jacob, qui est un excellent pédagogue. Burrows, qui a un vécu incroyable. Tu sais, t'as une brochette d'entraîneurs là, qui est très intéressante. Tu avais dit quand tu as commencé à travailler pour le Rocket, à faire les médias, c'est un autre métier là, que tu apprends, c'est évidemment. Tu avais dit que une de tes premières constatations par rapport à toi-même, tu avais dit « Oh shit, faut vraiment que j'améliore mon français ». Tu avais dit que tu as réalisé que tu regardais, que tu lisais peu en français, que tu regardais pas tes livres en français. Ça, comment tu as fait pour travailler ça? Juste ça, je le savais en arrivant là, tu sais, dans ma tête, le hockey, tu sais, la vie du hockey, le monde du hockey, tout est en anglais. Les termes, tout est en anglais. Fait que je savais que je voulais améliorer mon français, mais là, j'ai réalisé que dans ma vie de tous les jours, j'en avais pas de français. Tu sais, j'avais pas de source. Ta blonde est québécoise. Québécoise. Okay. Mais on regarde la télé en anglais. Mes livres étaient en anglais. J'ai eu beaucoup de conversations. Tes enfants parlent allemand. Mes enfants parlent allemand, fait que c'est compliqué. Mais non, puis après ça, je voulais l'apprendre. Fait que j'ai les deux cofondateurs, anciens propriétaires de ProMédia, qui ont été super généreux. On s'est organisé des déjeuners. Fait qu'on allait déjeuner ensemble. Puis on faisait une espèce de notion, 2 heures, un déjeuner ensemble, à plusieurs reprises. Ils m'ont donné plusieurs notes. Puis ensuite de ça, commencer à écouter un peu plus en français, lire en français, porter attention aux termes. Je m'étais fait une espèce de lexique, des traductions de termes pour avoir 2, 3, 4 options différentes pour pas tout le temps sentir que je me répète. Puis ça a été ça. Ça a bien fonctionné. Ben, je suis encore en train de le faire. J'essaie de le mieux possible. Mon but, c'est d'avoir un français le mieux possible, mais qui reste quand même un langage que le monde trouve intéressant, puis vulgariser le jeu. Tu sais, je veux pas mener quand tu pousses trop la note, ben, c'est pas ça que j'essaie de faire. Je veux juste que le monde comprenne, mais dans un français intéressant, parce que je trouve ça important, la langue française, puis des fois, je trouve qu'elle est molle en tabarouette d'accepter n'importe quel terme à gauche, à droite. Tu sais, je suis fier de pouvoir parler français, je veux le faire comme il faut. Ben, c'est une belle attention. Le gars, il shut top corner. C'est une ligue de garage versus parler à la télé. Tu veux essayer d'adapter la chose. Charles Pellerin, dont on parlait avant de commencer, ou comme on l'appelle, notre dépisteur maison, avait une question aussi, parce que j'ai parlé hier. Il regarde beaucoup les games dans la Ligue américaine. Il suit beaucoup nos jeunes, évidemment.
dans le cadre de son mandat. C'est pas vrai, il est 0 payé. Mais dans le fait qu'il ici, mais une affaire qui était intéressante comme question, lui, évidemment, un des gars qui est beaucoup suivi à Montréal, c'est Kotkaniemi. Tu sais, quand t'as un diamant ou un talent brut, tu veux le gérer, tu veux le faire grandir le mieux possible. Puis, un point qui est redondant par rapport aux jeunes, c'est toujours faut qu'ils prennent de la masse. Ça, c'est un classique. Les gars arrivent, ils ont 18 ans. C'est des enfants, encore des enfants. Puis là, le Kotkaniemi, après sa première saison, il a pris de la masse. Et Charles est en train de se demander s'il avait peut-être pris trop de poids l'été dernier, ou à savoir, parce qu'on se demandait tout ce qui était, parce que c'est tellement redondant, de prendre du poids. Comment c'est géré, ça? Est-ce que c'est l'équipe qui dit, OK, là, on veut que tu prennes du poids, mais on veut que tu prennes du poids du bas du corps. On veut pas que tu prennes des biceps, ça va pas t'aider. On veut que tu travailles ton edge work. Est-ce que c'est géré par l'équipe qui met un plan en place pour le jeune, ou c'est un peu le jeune qui laisse à lui-même, genre, cet été, on s'en va dans 3 mois? Comment ça marche? Mais maintenant, c'est beaucoup plus encadré. Il y a un plan établi avec l'entraîneur physique de Kotkaniemi à la maison et celui qui est ici. Il y a de la communication, ça a beaucoup évolué. Mais le jeune va prendre la masse naturellement. Mais c'est ça. Il se développe. Je peux pas dire... Puis plus t'es pesant, plus t'es lent aussi. Oui, c'est plus dur à traîner. Ouais. Mais oui, c'est sûr que le Canadien va parler. Il faut juste qu'il se remplisse. Il faut qu'il développe sa force. Ouais. Mais il y a plus de... C'est rare que tu vas entendre quelqu'un qui va dire lui, il faut juste qu'il grossisse. C'est pas ça. T'sais, maintenant, c'est tellement basé sur la vitesse. Tu as des gars à 170 livres qui vont très bien dans la ligue. Il n'y a pas de problème là-dedans. Il faut que ça soit proportionnel à ton jeu. Puis il faut que ça te permette de faire ce que tu veux faire sur la glace. Si t'es un gars qui va grinder dans les coins, qui va tout le temps dans les coins, gagner des batailles devant le filet, c'est sûr que tu vas être plus fort physiquement. Ça va t'aider. Ouais. Mais un gars comme Kotkaniemi, c'est juste naturellement prendre cette force-là. Tu le regardes patiner présentement, il a encore l'air du gars qui vient de faire une poussée de croissance. Tu sais, ses pieds sont super grands. Ce qui est pas faux. il est en déséquilibre. Là. Tu sais, il est pas encore, sa proprioception n'est pas encore excellente. Puis ça prend juste du temps. Ça. Ouais, tu peux pas travailler ça. Puis pour les grands joueurs, il est grand. Là. Ça doit être une pièce d'or. C'est 2 au moins. Oui, facile. C'est 2, 3 quarts, je pense. Même. Ouais. À l'œil, il me pas semble loin de 3. Mais quand il va avoir 25 ans, 26 ans, j'ai hâte de voir énormément. Puis en plus, en ce moment, au moment d'enregistrer, tu sais, Kotkaniemi, il a marqué un but hier, mais tu sais, c'est une saison évidemment plus difficile, le sophomore slump, puis c'est normal, autant au niveau physique que psychologique. Est-ce que toi, tu penses, vu que tu suis le Rocket, est-ce que tu aimerais ça le voir à Laval? Est-ce que tu aimerais ça aller le voir? Juste que tu t'as mentionné son match d'hier. Moi, j'étais un de ceux-là qui prônait la patience avec lui. Puis j'avais été voir un entraînement, puis à l'entraînement, tu le voyais, tu sais, quand un gars est pas confiant, là, comme l'équipe elle l'est présentement, là, mais quand un gars est pas confiant, t'es pas toi-même. En tout cas, l'entraînement que j'ai vu, c'est mais l'entraînement que j'ai vu, il n'y avait pas d'affaire là. Tu sais, tu voyais une grosse coche sur des détails de ce qui se passait sur la glace, puis tu te dis, c'est pas qu'il est pas bon, c'est que mentalement, il y a un bloc, là, il y a quelque chose. Fait que c'est dur à gérer. Ça peut être bon ou mauvais. Ça peut aller des deux côtés. Ça peut être une très belle histoire comme une mauvaise histoire. De redescendre dans la Ligue américaine, comment que le jeune va percevoir ça. Mais tu sais que tu as une très bonne équipe pour l'accueillir là puis travailler avec lui. La question est, tu sais pas quel côté ça va virer. Et au début, je prenais la patience. Puis quand j'ai vu cet entraînement-là, je dis, tu sais quoi, ça pourrait être bon. Un petit juste descendre là, un petit choc. Puis juste qu'un Burroughs ou un Joel qui comprend, là, hey, arrête de penser, arrête de réfléchir. Tout est suranalysé. Joue au hockey, t'es bon. Fait que dans la Ligue américaine, tu peux te permettre de... T'es tellement sur la glace plus souvent que t'as plus le temps d'analyser puis trop penser, tu réagis. T'embarques sur la glace, tu réagis. Fait que s'il retrouve ce sentiment-là, puis là, il le ramène en haut, ça pourrait l'aider. Ça va aider Mété, ça va fonctionner avec Mété. Ça va fonctionner avec Mété. Tu vois que Kotkaniemi a bien joué hier, là, quand on enregistre. Il a marqué contre les Devils. Il a joué un bon match. Il peut bâtir avec ça. C'est une autre façon qui peut être très bon. Même son but hier, il y a comme l'espèce de aussi le temps qu'il prend pour le tir. Des fois, tu fais comme, oh là, il y a la seconde et demie. C'était un peu là. Puis la game contre Boston, où j'étais au Centre Bell, il y en a eu des 2-3 chances dans ce stade où tu sens, là, c'est comme pesant. Comme la POC, l'époque orange, là, quand t'es jeune. Colin. Ton bouton quand tu fais 3-4 fois sur B. Lance. Tu sens le pauvre, il est stressé. Je sais qu'on parle quand on est dans le Rocket, t'es quand même un poste privilégié où tu vois les jeunes jouer, où tu vois les gars, puis on n'avait pas parlé du Canadien. C'est la force, je pense, c'est les jeunes. On a beaucoup de gars qui s'en viennent, Kotkaniemi, ou en tout cas des jeunes. Tu vas jouer sur une base régulière des Josh Brook, Noah Jolson. Mais Cal Fleury a eu la chance de montrer. Il joue d'ailleurs pas vilaine saison. Cal Fleury est encore très jeune, évidemment, mais Jake Evans, Sterling Primo. C'est qui, toi, ton coup de cœur à Laval que t'aimes, que tu vois monter avec le Canadien?
L'année passée, Cale Fleury en était un qui a eu une courbe de progression incroyable. J'ai été surpris que ce soit dès cette saison. Je pense que lui aussi, puis tout le monde. Mais c'en était un qui avait une belle courbe. Présentement, de ce que je vois, un que j'aime bien, c'est Luca Vedemo. Oui. Mais pas... Tu sais, selon moi, c'est le genre de joueur qui va en jouer 250 matchs en Ligue américaine avant de vraiment peut-être avoir une chance dans la Ligue nationale. Puis on parle ici d'un gars bottom six, là, si je me trompe pas. Oui, dans la Ligue nationale. Présentement, par défaut, il s'est retrouvé un peu plus sur un rôle offensif. Mais c'est un gars qui pense bien le jeu. Son bâton tout le temps à bonne place. Rapide quand même. Rapide, très rapide. Bonne vision. Il était un peu mou dans les batailles. Il arrivait dans le coin. S'il y avait la rondelle, il se faisait séparer de la rondelle. Puis s'il essayait d'enlever à quelqu'un, mais la personne peut la protéger longtemps. Il a amélioré ça beaucoup. Fait que ça lui permet d'être en zone offensive plus longtemps, puis même de créer des revirements, gagner ces batailles-là, puis de créer offensivement. Fait que ça l'a aidé au niveau offensif, juste ça, ces batailles-là. Il y a une amélioration là-dessus, mais c'est le genre de joueur que tu regardes, puis il est smooth. Là. C'est simple pour lui. Sa façon qu'il patine, sa façon qu'il se déplace. C'en est un qui est très bon, mais tu en as plusieurs bons. Avec Laval, tu as de jeunes vétérans. Tu as un Mathieu Péka qui est redescendu, qui va bien. Tu as des vétérans qui sont là, les Barber qui va très bien présentement. Puis tu as un gars comme Belzile qui a l'intensité qu'il amène. C'est le Gallagher du Rocket. Ouais, lui, je l'adore. J'adore le regarder jouer. Est-ce qu'un gars comme lui pour remonter en nationale ou tu te dis il va jouer un peu puis il va aller en Europe? Ça dépend de la perception des équipes. Oui, c'est sûr qu'il peut monter en Ligue nationale, puis avec l'intensité qu'il t'amène. En début de saison, il y avait tellement un bon début de saison. Quand ils ont décidé de rappeler Poehling le premier coup, c'était Belzile qui était le plus méritant. C'est Belzile qui aurait dû remonter au niveau du mérite. C'est différent entre le plus méritant puis ton meilleur espoir. Ouais. Mais au niveau mérite, c'est lui qui aurait pu monter en Ligue nationale. Puis je le vois, c'est le genre de gars que tu peux glisser tu peux le mêler, surtout le Canadien fait ça, mais tu peux le mettre sur un deuxième, un troisième, un quatrième trio, selon ce que tu fais, ou avec des joueurs un peu plus offensifs, moins offensifs, plus défensifs. Il va amener son jeu très intense, simple, amène ça au filet, reste devant le filet, bien positionné défensivement, puis that's it. Est-ce que Jolson, finalement, est correct? Parce que je sais qu'il y a eu des bad luck là, incroyables, mais est-ce qu'il est revenu? Il est revenu, il a été malade, et là, il est revenu, puis là, il y a eu des maux de tête. Je sais pas lié à quoi. Ça, c'est-tu récemment? Récemment, là, dernièrement. Okay. Puis il devrait revenir au jeu. OK. Parce que c'est encore là. Ouais. Josh Brooks en est un on aurait imaginé monter avant Cale Fleury dans entre guillemets, la hiérarchie. Qu'est-ce qui se passe avec lui, son développement? Est-ce que ça se passe? Il est là-dedans. Gars, c'est un gars qui a beaucoup d'outils. Il est vite. Il est très mobile. Il est grand, il est gros. Mais il n'y a pas encore la boîte à outils pour c'est ça, la fameuse expression. Fait que c'est surtout dans sa prise de décision. Jouer le cadran, jouer la situation. Souvent, c'est là que tu réalises qu'il y a des gars qui, au niveau junior, ils pouvaient tricher un peu. Ils pouvaient pas faire le bon jeu, mais ils sont tellement vite, tellement bons que ça fonctionnait pareil. Ouais. Fait que c'est dur d'aller dire à un gars « Hey, tu viens de scorer, mais c'est pas ça que tu aurais dû faire. Ouais. » Fait que c'est plus dur, fait que tu le fais pas souvent, puis ces gars-là développent des habitudes quand ils sont dominants, que là, il faut que tu casses parce que là, ça ne fonctionne plus. Puis tu vois, encore dans la Ligue américaine, il arrive des situations où il se fait prendre, mais il est encore assez rapide pour couvrir son erreur. Ouais. Mais là, elle passe plus. Tu sais, là, Joël le voit. Il dit, ça, là, dans la Ligue nationale, ça ne marchera pas. Tu ne pourras pas faire ça parce que c'est parti, c'est un échappé, c'est dans le fond de ton filet. Fait que voici comment il faut que tu réagisses, comment tu dois lire le jeu pour ça. Puis c'est ça qui est en train de peaufiner. Ça va l'aider. Puis il y a un nouvel recrue aussi, Calen Primo. Ça prend année, je sais que Goaler, c'est un autre game à évaluer puis qu'on n'est pas qualifié pour ça parce que c'est juste trop spécial une position. Mais ça semble vraiment encourageant, là, ce qu'on voit. À Laval, je regardais sa fiche, puis c'est comme s'il il passe devant Charlie Lindgren sans forcer pratiquement. Il donne vraiment une équipe une chance à chaque fois de gagner. Je sais que c'est une position difficile à évaluer, mais Calen Primo, il a 20 en plus. Il est jeune. Le goaler, je pense que moi je dis toujours c'est pas bon avant 27, un goaler. Là, ça prend tellement d'années avant d'être stable. Il y a de quoi. On n'est pas fou avec Calen Primo. Là, non, il est très... Qui est un choix de 7e ronde. Là. Un choix de 7. En fait, on n'avait pas de choix. Le Canadien a fait un échange pour aller chercher un choix de 7.
Les gens se demandaient qui fait un échange pour aller chercher un choix de 7e. Il reste plus rien. Il a juste pris un gars au hasard, ferme les yeux, pointe sa liste. Non, il y avait vu un gars, il avait vu Kellen Primo. Il était assis dans l'arena, puis il faisait pitié. On va le sortir. C'est vol. Et finalement, en tout cas, sans dire que c'est un vol parce qu'il est trop tôt, il y a clairement une courbe de progression agressive vers le haut en ce moment. Ah oui, puis mais c'est un gars, ça fait un bout qu'il a commencé, ça, au championnat du monde junior, on l'a vu. Il était bon. Mais depuis qu'il est arrivé, là, lui, c'est le calme qu'il a. Et pour avoir parlé avec l'entraîneur des gardiens, Marco, qui me disait à quel point il est affamé. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui arrive avec une attitude, ben, je suis bon, moi, j'ai hâte de monter. Au contraire, il est tout le temps en train de demander pour plus. Il veut apprendre. L'entraîneur gardien, il a demandé de lancer 25 rondelles avant les entraînements, mais il le fait tous les jours. Puis il demande quoi d'autre. Puis à un moment donné, il montrait des vidéos des gardiens à travers la Ligue nationale. Par exemple, tu travailles sur un mouvement, tu travailles sur ton RVH, puis c'est ça, puis là, il montre un gardien qui le fait bien. Puis il montre une situation dans laquelle il s'est fait prendre ou une situation qu'il a bien faite. Puis tu fais du vidéo avec d'autres gardiens. Ça donne des idées, puis ça donne pour les gardiens à se développer. Puis il a montré ça une couple de fois. Puis à un moment donné, il y a une vie, il y a d'autres choses. Il faisait du vidéo, il faisait d'autres choses. Puis Caden me cognait à la porte. Puis là, il est où mon vidéo? Marco, ça s'en vient, ça sera pas long. Puis là, il fallait qu'il fasse une vidéo vite. Caden, là, c'est non-stop. Il veut apprendre. Fait que quand t'as un gars comme ça, un talent comme ça, un gabarit comme ça, puis le gars, il est affamé, il veut apprendre, c'est là que tu veux continuer à le nourrir, mais tu veux être patient avec lui. Tu veux lui laisser là, tout en... La partie mentale là, de préparation des goalers est beaucoup plus élevée que les joueurs. Là, les tendances des joueurs, tout ça. C'est là-dedans que Carey, d'ailleurs, se spécialise. Il connaît les courbes des gars, puis les patterns des gars. Mais comme pour reprendre l'expression qu'un coéquipier disait de McDavid, il est addicted à devenir meilleur. Ouais. C'est le genre de qualité. C'est le genre de gars. Puis... Surtout pour un goaler, là, c'est tellement difficile mentalement là, qu'il faut que tu aies cette espèce de drive un peu folle. C'est pas sain, mais c'est très sain. Hors de l'ordinaire. Vraiment. J'aime beaucoup ça, genre avec toi de hockey ou de trucs en général, parce que tu sembles être un gars quand même assez posé, aussi intellectuel. Tu sais, je pense pas que t'as le raisonnement peut-être d'un joueur de hockey. Ben là, ça sort d'un Qu'est-ce que c'est de dire? Ouais, c'est ça. Non, mais dans le sens que je sens que t'as un côté analytique plus développé, peut-être que la moyenne. Puis je trouve ça intelligent, puis intelligent et intéressant. Puis surtout dans le contexte actuel, avec ce qui se passe en ce moment, c'est un peu bizarre, là, mais avec les coachs qui sont renvoyés en ce moment. Là, au moment d'enregistrer, Bill Peters était renvoyé aujourd'hui. Ouais. On l'a appris. Mike Babcock, là, que je sais pas trop quoi. Là, c'est comme un peu, là. On dirait que c'est comme je veux pas dire que c'est le MeToo des coachs, là, parce que ça a l'air de diminuer l'importance du MeToo, puis c'est pas ça que je veux faire, mais il y a comme tout ce nouveau mouvement-là qui sort sur les coachs puis la manière dont ils traitent les joueurs. Toi, t'as été un joueur professionnel, t'en as eu, et un puis un autre, comme on dit, un coach. Puis, quand tu vois tout ça qui sort en ce moment sur les coachs, est-ce que ça te ramène à... Tu sais, quand tu voyais tes coachs, là, pis t'étais joueur Ligue américaine, ou ça, Ligue nationale, t'étais dit comme, hey, c'était un gros tout croche, ce gars-là. Tu comprends ce que je veux dire, tu sais? T'as été coaché par Guy Boucher qui travaille avec toi, c'est ton épisode. Je pense pas que ça en était un exemple, mais tu comprends ce que je veux dire, tu sais? Les coachs, ça reste un métier très, entre guillemets, col bleu, où je veux dire, tu sais, t'es des gars de terrain, t'es des gars de... Quand tu vois ça, puis ce qui sort, puis est-ce que tu te dis, ouais, non, tout ça, je l'ai vécu. Là. Puis surtout, il y a une époque où les meilleurs entraîneurs, c'est ceux-là qui étaient les plus durs et un peu les plus fous parce ils faisaient peur à leurs joueurs. Ouais. Tu sais, le respect commençait où il y avait de la peur. Puis c'est là dans leur tête, ils allaient chercher le meilleur de leurs joueurs avec la peur. Fait que c'était une approche pas mal différente. J'en ai connu, mais tu sais, c'est pas, peu importe dans quel monde que tu vas être, dans quelle sphère de la société, c'était des propos racistes comme ça a plus sa place du tout. Puis ça a jamais eu sa place, mais c'est autre chose. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pas vu personnellement. J'ai pas eu connaissance de ça. L'abus physique, tu sais, ils ont parlé de coups de pied que Peters donnait à Michael Jordan, le défenseur. Ça non plus, j'ai jamais vu ça comme ça. J'ai vu un entraîneur demander à un joueur d'aller se battre. Mais ça s'est jamais produit parce que le directeur gérant a averti que s'il le faisait, l'entraîneur perdait son emploi. Là. Mais, tu sais, c'est à la Ligue nationale, ça? Non, pas dans la Ligue nationale. Okay. Professionnel, mais pas dans la Ligue nationale. Okay. Mais il y a des niveaux d'intensité parce que tu essaies de pousser les boutons. C'est dans un monde très, très intense. Ouais. Je pense que exagéré, j'en parlais un peu plus tôt avec Éric Bélanger, justement, et Martin Lemay. Belly. Belly. Ouais. Ben, je parlais avec Belly, puis là, tu sais, que le jeune, si t'es jeune, là, puis tu veux t'asseoir faire ta place, des fois, tu vas être choqué puis tu n'oses pas réagir parce que tu veux pas
te faire couper, tu vas pas te faire renvoyer, peu importe. Mais tu es un vétéran, tu es n'importe qui dans l'équipe, tu vois le coach donner un coup de pied. En tout cas, j'ai fait partie d'équipe que je pense pas que ça l'aurait passé du tout. Mais il y avait le langage ou la façon que tu étais traité. C'est sûr que c'est pas quelque chose que mais tu sais, me disait dans la vraie société, c'est pas ça. Là. Puis des fois, je suis surpris. Là, je parle avec du monde qui sont dans n'importe quelle sphère de la société. Puis ça se parle pas tout le temps à coup de bonjour, comment ça va. Là. ça se parle assez raide, mais c'était un monde tellement intense avec de la pression. Puis t'essayes de faire réagir des hommes. Faut que tu les fasses réagir. Faut que tu sortes. Tout le monde a sa perception de faire sortir le meilleur de quelqu'un. Ouais. Il y en a des fois qui jouent mieux quand ils sont fâchés. Ouais. Il y en a qu'il faut que tu pèses sur ces boutons-là. Il faut que tu le fasses chier bien raide pour qu'ils réagissent. C'est là qu'il est à son meilleur. Ouais. Fait que c'est une ligne assez mince. C'est qui, toi, ton meilleur coach, le coach qui t'a le plus marqué positivement? Moi, ça a été un des coachs que j'ai adoré, c'est Réal Paiement, que j'ai eu au niveau junior. Okay. Et c'est un entraîneur qui s'est fait un peu, lui, une tâche sur son dossier quand il a été entraîneur d'équipe Canada, je pense, en 98, là, quand ça a été un mess total. Ils ont fini 8e, je pense, puis ça a été le trouble. Puis il y a comme eu une tâche sur son dossier à cause de ça, parce que selon moi, il en était un qui aurait pu monter assez facilement. Okay. Il était tellement structuré. Puis on était junior, on était les Devils du New Jersey, du junior. Défensivement. Puis on était premier au Canada quand on était avec lui longtemps. C'était un entraîneur là, vraiment qui toutes les facettes, que ce soit tactique, technique, habileté, n'importe quoi. Il était excellent, puis il était tout le temps avec du nouveau, puis on était tout le temps... On avait un cartable de système de jeu. Puis j'étais arrivé dans la Ligue nationale, puis j'ai jamais eu ça avant Guy Boucher. T'sais, Guy Boucher était le premier qui, intellectuellement, au niveau système, a comme rallumé la flamme de « Hey, il faut se challenger ». Sinon, c'était le plus simple possible. Merci, bonsoir. Junior, on avait un cartable parce qu'on changeait de système pendant le match. Mais c'était écœurant, ça. Wow. Moi, dans ma tête, tu montais professionnel, puis c'était ça, c'était encore plus poussé. Puis j'arrivais professionnel, puis c'était vas-y, en avant, puis de l'autre côté, il y avait plus de structure, mais c'est notre job. Maintenant, on fait ça à temps plein, mais on juste sans faire. Là. Puis toi, t'as commencé à coacher, d'ailleurs. C'est drôle parce que je sais dépendamment de quel site je regarde, ça te dit pas que tu coaches au même endroit. Ou en tout cas, même la même catégorie. T'es sur la Rive-Sud de Montréal, je pense? Oui, mais j'ai coaché l'année dernière au niveau Pee-Wee. Okay. Cette année, en tout cas, à cause de Battle of the Blade, j'étais parti. Ouais. J'étais en train de terminer la maison où on va vivre. Fait que, il y a beaucoup de projets qui fait que niveau temps, j'en manque. Fait que cette année, mon implication va être différente. Mais j'adore ça. J'adore travailler avec les jeunes. J'ai trippé. J'ai eu un camp de hockey pour défenseurs. Oui, c'est ça. Depuis des années. 10 à 17 ans? Oui, un camp de défenseurs, puis il y a des attaquants qui viennent, là, mais c'est toutes des habiletés individuelles, mais c'est des choses que les entraîneurs n'ont pas le temps de faire pendant la saison, puis sur lesquelles tu travailles pas, jamais, rarement, puis c'est des facettes du jeu d'un défenseur. Fait que nous autres, on tape là-dessus, on l'approche, on amène toutes sortes de façons. Tu sais, les façons de jouer un contre un ont tellement évolué, mais les entraîneurs qui sont là au niveau mineur, des fois, ils ont pas eu la chance de l'apprendre ou de le savoir. Fait que là, on tape là-dessus, on donne de l'information. C'est une semaine d'information, le plus possible. Il y a des conférences, tout, puis le kid prend ce qu'il veut de cette semaine-là. Puis au niveau Pee-Wee, c'est trippant de pouvoir rembarquer puis de vivre ça, mais c'est rendu intense. Là, avec mon père, on a écrit une conférence pour les parents. Okay. On l'a fait une fois. On veut la refaire un peu plus parce que les parents ont toutes la meilleure intention au monde. C'est d'aider leur enfant. Mais des fois, sans dire qu'ils vont nuire plus que d'autres choses, ils nuisent peut-être au développement qui pourrait se faire. Puis souvent, le monde a peur à l'adversité. Ils veulent des résultats. Ouais. Quand dans l'adversité, tu peux développer plein de choses. Des fois, les entraîneurs font exprès pour créer de l'adversité parce que tu apprends, tu grandis là-dedans. En tout cas, c'est un concept qu'on a fait pour les parents. C'est juste de quoi de différent, juste faire réaliser que des fois, tu penses que tu vas avoir un impact positif sur la vie, mais le meilleur impact que tu peux, c'est juste de le laisser aller, de laisser vivre ces choses. Laisser juste tomber. C'est ça, des fois. Ouais. Ceux qui entendent ça et qui veulent s'inscrire à ton camp, c'est où qu'on voit ça? C'est au camp élite brunogervais.com. Ça, c'est dans quel coin? C'est à Sainte-Julie que ça se fait. Rive-Sud de Montréal. Rive-Sud de Montréal, à Sainte-Julie. On a un site internet www.campélitebrunogervais.com.
Puis l'année prochaine, c'est du 6 au 10, si je me rappelle bien, juillet. Juillet, ok, cool. Ben, l'épisode va passer dans la deuxième moitié, fait que il est pas trop tard. Faut aller checker ça pour l'écouter. En terminant, parce que Colin, on approche les 2 heures, parce que en plus, tu t'en vas faire la game des Sens. Ouais, les Sens, là. Il est 3 heures, ouais, je te laisse aller. Je vais me faire maquiller, là. Je te laisse aller. Dans le fond, en terminant, c'était justement pour te parler d'RDS, que t'as plein de projets ongoing, dont Max et Bruno. Oui. Bruno et Max et Bruno? Max et Bruno. Max et Bruno. La fondation, c'est Gervais Talbot. Fait que là, pour le show, c'est Max et Bruno. Chacun notre tour. Ah, c'est drôle. OK, je savais pas, parce que je sais que Lennon-McCartney, tu sais, Paul McCartney et John Lennon, les credits des chansons, c'est tout le temps Lennon-McCartney puis McCartney. T'es comme, pourquoi c'est pas McCartney-Lennon? Puis, parce que, tu sais, pourquoi le nom est en premier? Fait que je me demandais comment vous aviez choisi quelqu'un. Mais bref, ça, c'est à chaque jour? Non, à chaque mardi. Chaque mardi, Une fois par semaine. Fait qu'à chaque mardi, on fait ça. On a des invités à 4 heures. Toutes sortes d'invités. On a été chanceux, tu sais. On a eu Fleury, les Cavaliers, Letang, Lapierre. On a eu plein d'invités. Puis un peu à l'image, là, quand on s'assoit avec toi, là, ça tombe relax. Là, tu jases. Puis fait que c'est un peu ça qu'on recrée. On s'amuse, on amène les gars ailleurs. Puis on amène notre vision de certaines choses qui se passent soit avec le Canadien ou dans la Ligue nationale. Puis c'est trippant. Exact. Vous avez aussi, parce que je voulais en parler, mais avec Max, on aurait pu parler de tout Max pendant 3 heures, là, mais vous avez aussi votre fondation. Oui, la fondation Gervais Talbot. Donc là, c'est à mon tour d'être en premier. Mais qui est reparti. On a ramassé presque 1 million avec nos tournois de golf puis la tournée des joueurs qu'on a faite pendant le lockout. Puis là, depuis, c'est un petit peu sur la glace parce que moi et lui en Europe, les enfants, il y a bien des affaires qui est arrivé. Mm-hmm. Puis là, avec la Battles of the Blades, ça a comme donné le boost que ça avait besoin. Fait que là, on a reçu un montant pour ça. On a reparti, revampé le site Internet. On recommence à brasser des idées. Puis là, on veut que ça reparte bientôt. C'est pour quelle cause, en fait, votre fondation? Tout ce qui a rapport aux enfants. Okay. Que ce soit dans le besoin, maladie mentale. On a travaillé beaucoup avec les fondations qui travaillent pour l'autisme. On a fait une aile à l'hôpital de Rivière-des-Prairies pour étudier les enfants dans une classe qui traite de différents niveaux d'autisme. Mm-hmm. Il y a plein de choses comme ça. On est très flexible, on est très... un terme gentil. Là. Sélectif? Sélectif, oui, sélectif. Pour ce qui est de qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'on est très demandant, savoir l'argent va aller où. C'est rigoureux. Rigoureux, on va dire ça. Hein. Oui. J'allais dire chiant. Ben, on est demandant. Quand on a la chance d'avoir des montants importants, on veut quand même que ce soit... Les gens vous font confiance, en ramassant de l'argent, tu veux que ça aille quand même à des bonnes causes, tu veux que ce soit bien géré. Fait que c'est normal de... C'est votre nom, c'est votre héritage d'une certaine manière, fait que c'est normal. Mais là, il faut que je me sauve. Mais là, il faut que je m'en aille 1h43, ça n'a pas de bon sens. Je veux te dire merci, 3h05, on te laisse aller. Ça a été un plaisir, Bruno. Ben, merci à toi. Merci. On fera ça. Ben oui, on va se revoir sur une glace à un moment donné, j'espère. Exact. Faut juste que je sois une célébrité pour aller... Ça sent bien, ça. Ça sent bien. J'ai hâte d'écouter ton show. Écouter tes tunes. Ben oui, absolument. Tu checkeras ça. Ben oui. Là, je te laisse aller, je sens le cadran qui te tombe. Salut, là, Yes, un énorme merci à Bruno Gervais pour son temps, sa générosité, c'était fort agréable. D'ailleurs, lien avant que j'oublie, Bruno qui est à l'analyse du Rocket de Laval, justement, on a donné plein de cadeaux à Dreadful Tape du Rocket avant Noël. On a fait tirer un chandail du Rocket, un jersey signé par tous les joueurs. On a donné aussi beaucoup de paires de billets à nos membres Patreon. Puis je le mentionne parce que souvent les gens me demandent qu'est-ce qu'il y a sur Patreon de plus. Oui, il y a les épisodes d'avance. On fait tirer à chaque mois du gear de Dreadful Tape. On fait tirer plein d'affaires pour nos fans. Ça, c'en est un exemple. Et on a envoyé, je pense, une quinzaine de personnes voir la game du Rocket en janvier. Donc voilà, c'est le genre de truc qui est vraiment cool, qui se rajoute au Patreon de Dreadful Tape. Donc allez checker ça, patreon.com/Dreadful Tape, en plus de soutenir le podcast et de nous permettre de continuer de vous amener ces épisodes. Merci tout le monde, passez une excellente semaine et comme dit Marina, souriez à quelqu'un aujourd'hui. Ben non, c'est pas vrai, faites ce que vous voulez. OK, bye.